qu'est-ce qui s'est passé en fait? Est-ce que c'est durant tes voyages que tu as découvert la drogue? Mais toi, en tant que Ashley, qu'est-ce qui t'est dit « Ah là, je suis addict au crack ». Parce que du coup, ne pas consommer, ça veut pas dire que je suis libre de mon addiction. Comment on a des relations intimes quand on est SDF? On est occupé à faire autre chose, il y a la survie. C'est plus rentable que le SMIC être SDF? Quand t'es dans l'œil du cyclone, tu bites rien à ce que t'es en train de faire en fait. Bienvenue dans Corps et Esprit, Le média qui muscle votre corps et renforce votre esprit. avec Meryl, Et Flavio. fondateur de Pareto Santé, le coaching ultra personnalisé pour entrepreneurs et cadres. Et de Nutripreneur, les compléments alimentaires français et naturels pour améliorer votre énergie, votre sommeil et réduire votre stress. Chaque semaine, on explore la santé physique et mentale pour vous aider à maigrir. Déborder d'énergie et accomplir vos projets les plus fous. Bon épisode. Bon les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Corps et Esprit. Aujourd'hui c'est un épisode très spécial, on accueille Ashley. Et je pense que présente-toi en premier pour démarrer, parce que c'est la première fois qu'on fait un épisode comme ça. On est super content qu'on ait réussi à s'organiser ça. Ok. Qui es-tu Ashley? Cool. Moi, je suis une grande chercheuse autoproclamée sur l'addiction. J'ai à cœur de moderniser la manière dont on aborde l'addiction en fait, pour qu'elle cesse d'être en retard sur la société dans laquelle on vit. C'est inspiré par mon parcours personnel. Je suis aussi maman, je suis passionnée de plein d'autres choses. Et du coup, entrepreneur, coach, auteur, conférencière. Et le parcours qui m'a menée à ça est aussi assez atypique. Justement, Tu peux en parler de ce parcours? Oui. Ta-ta-ta-tam. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je suis dans Paris pour faire des podcasts ou des interviews, en fait, je prends du coup le métro des endroits où justement il y a cette partie de vécu qui a existé. J'ai quand même habité 4 ans. J'ai été SDF, toxicomane au crack pendant 4 ans à Paris, entre la station Madeleine, Saint-Lazare, Stalingrad, etc. Enfin, aujourd'hui, on a vu peut-être les 3 documentaires sur la colline du crack, etc. Mais c'est un vrai monde. Et Paris, pour moi, sera marqué à jamais en fait par cette histoire. Mais la raison pour laquelle c'est important pour moi de venir en parler, c'est déjà pour montrer qu'il y a plusieurs facettes de l'addiction, il y a plusieurs visages, il y a plusieurs manières de s'en sortir. Moi, je suis vraiment contre en fait je sais même pas comment dire en français, le degradation porn, où on va mettre des avant-après. Avant, j'étais sclérosée comme ça, et maintenant ça va mieux. Je suis complètement vraiment écœurée par ce genre de dynamique-là, et j'ai voulu en fait porter mon histoire pour montrer en fait non plus un storytelling merveilleux de ok, alors c'est une addict, maintenant elle a tout déchiré. Non, en fait, je suis juste une humaine. Je me suis pété la tronche à essayer de comprendre comment mon corps fonctionne, comment ma tête fonctionne, comment mon âme fonctionne, pourquoi est-ce qu'il y a des endroits où je retourne. Et en fait, c'est une systémique de la vie humaine quoi, qui m'a permis en fait aujourd'hui de passer dans des endroits où avant je fumais du crack et je dormais dehors, pour venir en fait faire un podcast et parler avec des gens super, pour essayer justement de passer de l'information aux gens. Ouais. Quoi. Donc, C'est beau l'histoire, mais en vrai, est-ce que, avant d'aller vraiment dans le vif du sujet, c'était qui la Ashley d'avant, avant que tu tombes dans tout ça? ouais, c'est une Comment, super question. Ouais, comment tu te décris? Ok. Je vais essayer de faire un mélange entre... parce qu'il y a plein de choses que je vais dire, mais qui sont ma perception d'aujourd'hui, il faut quand même sûr. le nommer. En fait, la Ashley d'avant, elle a jamais réussi à rentrer dans le moule. Ça marchait pas à l'école, ça marchait pas. Les amis, il y en avait pas. Moi, j'ai commencé ma vie sociale à 25 ans. J'étais très solitaire, je lisais beaucoup. J'ai mangé toutes les bibliothèques qu'on m'a données, beaucoup de romans d'aventure, de western financiers. Enfin, donc en fait, mes standards de à quoi je voulais que ma vie ressemble sont venus des lectures les plus rocambolesques. Je pense que ça a eu un gros impact. Et en fait, cette Ashley, alors elle réfléchissait toujours autant que celle de maintenant, mais elle savait pas trop quoi en faire. Cette Ashley-là, elle était pétrie de troubles du comportement alimentaire pendant, je pense, une 15aine d'années. Donc en fait, le truc le plus obsessionnel dans sa vie, c'était comment est-ce que je suis dans mon corps, quoi, que ce soit sur la maigreur, mais même le problème du TCA, c'est pas des problèmes en tout cas, c'est que c'est même plus une histoire de est-ce que t'es mince ou pas, c'est qu'en fait ça bouffe toute ta charge mentale. Ouais. Donc en fait, j'ai alterné des phases extrêmes de sport millimétré avec des meal plannings à toutes les 2 heures, à aller courir tous les jours, à faire du sport, avoir des programmes de dingo. Et donc je passais effectivement du 36 hyper fit, hyper sèche à poum, au 42, 2 ans plus tard. Et j'ai fait ça, je pense, toute mon adolescence jusqu'à la période post-crack qui m'a fait passer sur une nouvelle étape. Et cette Ashley-là, elle comprend pas trop l'école, les concepts comme ça. Elle se dit, mais vraiment, c'est un peu nul, non? Et du coup, elle veut tout faire toute seule. Donc j'ai quitté le lycée pour passer mon bac en candidat libre. Je suis passée d'une moyenne vraiment pourrie à un bac avec mention, et je suis partie à l'étranger. Donc, je suis partie en Australie, j'ai
fait 2 ans là-bas, j'ai fait 2 ans à Bangkok après ça, j'ai fait 2 ans au Brésil. Incroyable. Ouais, et toute seule, en prenant un aller simple à chaque fois, pas d'argent, pas de plan. Et en fait, c'était mon addiction première, c'est l'addiction à l'adrénaline du recommencement, parce qu'en fait, ça te permet d'être éminemment dans l'instant présent, en fait. Quand t'arrives, tu parles pas la langue, t'as pas d'argent, et en fait, t'as tout day pour trouver, t'es obligé de sortir de ta zone de confort, t'es obligé de parler à des gens, t'es obligé d'observer autour de toi. Et moi qui ai un cerveau TDAH, HPI un peu écureuil et assez intense, en fait, ça me donnait de la nourriture et du coup, j'avais moins tous les patterns addictifs, toute la facilité à aller vers des états, on va dire, dépressifs et anxieux. Donc j'ai fait ça jusqu'à mon retour à Paris. Ok. Et t'es rentré quand? Mon fils a 9 ans, donc il faut faire des décomptes... non, à 8 ans, donc il faut faire des décomptes en arrière. Je suis pas très bonne avec les numéros. Toi, t'as quel âge aujourd'hui? Moi, j'ai 33 ans. 33 Ok. ans, ok. Donc ouais, ok, très clair. 33 ans, hyper intéressant. Je comprends cette addiction aussi à l'adrénaline, elle est très intéressante. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Est-ce que c'est durant tes voyages que tu as découvert la drogue? Enfin que... Je sais même pas comment poser la question, tu vois. Ouais, j'adore. En fait, il s'est passé quelque chose qui n'avait rien à voir avec la drogue. Il s'est passé que j'ai rencontré une nana au Brésil. Donc moi, j'ai toujours été un peu entrepreneur sauvage, à me dire, t'as une patate, j'ai une patate, on vend des patates, on partage l'argent, quoi. Et j'ai rencontré une nana et j'ai eu tout de suite une idée de business. Donc je l'ai retrouvée en France, ça s'est mal passé. Et en fait, j'ai jamais voulu habiter en France. J'ai vraiment une difficulté avec certaines parties de la culture française, notamment le mindset. Après, moi, j'ai une éducation assez internationale. Je trouve que c'est difficile en France de réussir, de s'occuper de soi. Enfin, toutes les choses qui sont importantes pour moi, la spiritualité, etc. Les gens, même si les gens ne sont pas forcément contre, même la langue elle-même t'empêche en fait d'en parler correctement. Donc, j'ai toujours su que je voulais pas habiter en France et faire ma vie là-bas. Et donc de me retrouver après toutes ces années de voyage, d'expérience, d'avoir habité dans une tribu d'autochtones, de hippies sur la plage au Brésil à vendre des bracelets à ceci, à cela, pour me retrouver à Paris à prendre un taf de secrétaire et prendre le RER pour rentrer dans le 9-3 chez mes grands-parents. J'étais là genre mais qu'est-ce qui se passe en fait quoi. En plein de c'était en plus en hiver et tout ça. Je suis désolée, j'ai tellement chaud, on est en été. T'inquiète, on voit pas. Ouais, on se voit pas. Et donc, en fait, j'ai eu une vraie... alors, je sais pas si on peut dire une crise de la vingtaine, peut-être, parce que pour le coup, j'avais autour de cet âge-là. Et en fait, j'étais vraiment en perte de sens totale. Je comprenais plus, en fait. Je me disais, mais du coup, c'est ça, en fait, le deal. Et du coup, ça veut dire... Et donc, en fait, les gens qui m'ont toujours dit, oui, mais tu vas voir, tu vas faire toutes tes phrases, qu'à un moment donné, tu vas te calmer, ils avaient raison. Enfin, il se passait plein de choses comme ça. Le rapport à l'alimentaire, évidemment, qui monte et qui descend, enfin, et qui n'améliore pas du tout ça, quoi. Et en fait, les seules personnes avec qui j'arrivais à connecter, en fait, c'était les gens qui vivaient dehors et qui venaient en fait me gratter une clope ou me demander de l'argent. En fait, j'allais tout le temps me poser au Starbucks de la gare Saint-Lazare et du coup, on voit un peu tout le temps les mêmes têtes, quoi. Et vu que moi, je venais en fait de là-bas chez les hippies, ça, en fait, il y a des filtres qui me manquaient en fait par rapport enfin même juste la personne que je suis aujourd'hui où en fait j'ai un téléphone, je suis socialement intégrée, on va dire. Moi j'arrivais, j'étais un ovni total, quoi. Pour moi il n'y avait aucune hiérarchie de personnes, il n'y avait rien, ça passe, quoi. Et donc j'ai commencé à passer de plus en plus de temps dehors et là je me suis dit, quand j'ai compris en fait qu'il y avait toute une communauté souterraine qui habitait en fait dans les parkings de Paris, je me suis dit je vais investiguer ce milieu-là, je vais m'autoproclamer journaliste, quoi, et je vais aller vivre cette aventure. Et en fait, progressivement, j'ai lâché mon appart, j'ai lâché... donc tu l'as lâché en mode tu as rendu et tu t'es dit... et je me suis dit, en fait, j'y vais, parce que c'est cool, après c'était en été, et en fait, c'est pas... donc, en fait, c'est ça, pareil, c'est un peu le truc, c'est que... Alors, je me doute bien qu'il n'y a pas 600 personnes non plus qui l'ont fait, mais en fait, il n'y a pas de storytelling où... il s'est passé X où j'ai rencontré un pervers narcissique qui m'a fait ceci, ensuite j'ai commencé à fumer et là je vous ai dégringolé. Non, en fait, il y a plein de gens que j'ai rencontrés qui étaient dehors, qui n'étaient pas du tout dans ce cas de figure-là. C'est des personnes qui ont eu des postes de dingo. Il y en a un qui était né chez Yves Saint Laurent, l'autre qui était un ancien ingénieur dans son pays. Enfin, il y a une richesse et une diversité de raisons qui font qu'on arrive dans la rue et de raisons qui font que parfois on y reste aussi. Et Juste, t'as dit une vie souterraine à Paris. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que vous habitez Paris ?
Non, On on a, a on a habité. habité Paris. Moi, j'ai deux trucs en tête. Il y a les catacombes et je sais qu'il y a des parkings où en fait, des fois, il y a des recoins. Mais Yes. raconte-nous, Ashley. Déjà, Alors, je suis déjà curieux. c'est bien. C'est vrai que Déjà, c'est t'es pas dans le mal. top 10%. Il y a plein de gens qui C'est savent vrai. même pas ça. Ouais, Ok, ouais. bon, bah. Les catacombes, oui. Donc, la personne que j'ai rencontrée après, avec qui j'ai passé ces 4 ans dehors, était cataphile, donc connaissait le réseau par cœur. Donc, c'est un endroit où j'ai vécu en partie aussi. Et en fait, effectivement, il y a le réseau des parkings. Les gros parkings Vinci qu'on voit notamment sous les galeries Lafayette, en fait, en plus, ils sont très, très rapprochés. Donc, en fait, concrètement, il y a un peu moyen de passer. Il y a des cages d'escalier qui sont un peu désaffectées. Après, il y a des parkings privés dans des hôtels particuliers, par exemple, où si tu arrives à passer la barrière, tu peux aller te mettre là-bas. Il y a des parkings avec des box où tu peux un peu triturer les box. Il y a les stations de métro. En fait, si tu te fais enfermer dans une station de métro quand ils ferment, du coup, tu es tranquille pour la nuit, en fait. Ah, on te sort pas. En fait, ils ont l'habitude qu'il y a des gens qui dorment là. Donc, en fait, tu dis, ouais, je reste là et tout. Et en fait, ils ferment la grille. Et comme ça, tu sais qu'il n'y a personne qui rentre, en tout cas. Mais il y a des gens qui passent à travers les autres stations de métro. Donc, tu n'es pas non plus tranquille complètement. Ouais. Genre, tu peux aller d'une station à une autre en marchant, limite, Ouais. t'es en train. Oui, parce que tu sais qu'il n'y a pas de métro de telle heure à telle heure, donc tu risques rien Oui, de c'est ça. suivre Ou même... Alors, après, il y a les frettes. Ah, bah oui. C'est ça, Les c'est frettes. assez impressionnant. Ouais, c'est C'est pour des... c'est quoi la nourriture pour... Je crois, ouais, ouais. c'est des Ça, qu'on trains, n'y des pense cargos. pas, hein. En vrai, c'est un délire. Enfin, et moi, c'est ça qui m'a fascinée, c'est même de voir en fait tout ce qui se passe pour que aujourd'hui, chaque matin, quand je me lève et que je marche dans Paris ou dans n'importe quelle ville et que les trottoirs ils sont tout propres et tout, je sais tout ce qui s'est passé. Il y a des gens qui bossent la nuit pour que tous les matins on se réveille et ce soit clean, quoi. Et en fait, je sais pas, c'est un monde qui est quand même fascinant. C'est une vraie culture souterraine. Donc, et après, il y a aussi dehors. Donc, il y a l'hiver, il y a l'été. Après, il y a toute la partie sur les quais. Moi, on avait fait un campement sur la sortie du bord du périph' à Levallois. Voilà, il y a eu des variantes, mais en fait effectivement on peut partir du principe qu'il y a Paris comme ça, comme on le voit, il y a à peu près la même superficie en bas, et il y a plusieurs communautés, il y a des endroits qui ont chacun son parking, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est. Ouais, ça dépend des endroits, mais il y a des... Et j'ai une question. Est-ce que des fois il y a des gens qui viennent vous déloger, genre des policiers, des choses, ou en fait il y a un flou juridique sur ça? C'est une excellente question. Oui, c'est correct. Il y a des gens qui viennent nous déloger. La plus grande majorité, c'est les videurs. Enfin, c'est les mecs de la sécurité, en fait. Après, il y a des techniques de délogeage, on va dire, passif, qu'on a vu arriver, enfin, en tout cas, que j'ai vu arriver sur une période de 4 ans. C'est ce qu'on appelle des anti-clochards. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a la musique classique très fort, quand on prend l'ascenseur pour aller aux Galeries Lafayette, c'est pas pour les clients, c'est pour empêcher les gens de dormir devant, parce qu'en fait, ça rend complètement taré. Il y a plein de petites choses comme ça, où dès qu'il y a en fait des aplats, on voit des petits pics et tout ça, parce que en fait, c'est un super endroit pour t'allonger, mais on n'a pas envie que tu t'allonges là. Ouais. Donc il y a déjà plein de petites choses comme ça qui sont mises en place, on va dire, pour minimiser la possibilité que tu t'y installes. Bon, et attention, et à juste titre dans certains cas, quoi, parce qu'il y a plein de gens qui sont pas du tout respectueux, enfin qui du coup se comportent vraiment comme si c'est comme dans le vrai monde, en fait. Il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes, il y a des personnes qui sont dignes, il y en a d'autres qui sont élégantes, il y en a d'autres qui sont des connards, c'est tout pareil. Et donc oui, les plus récurrents, c'est ça. Et après, comment ça s'appelle, la brigade du métro, les GPRS, je crois, un truc comme ça. C'est marrant parce qu'ils sont... En tout cas, à l'époque, ils n'étaient pas si prêts que ça à ce genre de cas de figure. Ne serait-ce que quand on passait le métro, bon, évidemment, on ne payait pas le métro. Et on s'est retrouvé parfois avec quelqu'un qui me disait « Bah oui, mais je suis embêté, comment je fais ?» En fait, monsieur... Là, on est même plus sur une histoire d'avoir une adresse pour envoyer une amende. Enfin, et donc, il y avait plein de personnes qui comprennent même pas. comprennent même pas, en fait. Quoi. Ouais. Ils sont là, genre, bah, et du coup, vous n'avez pas l'adresse d'un ami? Je suis là, genre, mais... non. Si t'as même pas de carte bancaire, donc. Mais non, j'avais pas de téléphone, pas de carte bancaire. Ah non, c'était le Far West, quoi. Ah ouais. C'était le Far West. Du coup, ça a duré 4 ans, cette vie souterraine, cette vie sans domicile fixe, sans amis, sans téléphone. Enfin, amis, du coup, c'est ça. Parce que là, t'as dit que t'as rejoint la rue, mais t'as pas encore parlé du crack. Ouais. Parce que c'est deux choses différentes. Enfin, tu pouvais. Ou ça va forcément ensemble. Non, smart. C'est deux choses différentes, Ouais. absolument. Très cool. J'aime beaucoup les questions. Genre, je fais beaucoup d'interviews. Des fois, les questions sont un peu molles. Là, j'adore. Ouais. Mais genre, on te pose quoi comme question? Alors, ok, j'ai Ne écouté. cassons pas notre Ouais, fil t'as avec T'as la raison, vas-y, médiocrité. continue. Enfin, un bêtisier à la fin. Enchaîne. Une fois qu'on aura bien comparé, on verra le reste.
Le crack et la rue sont deux choses différentes, la drogue et la rue sont deux choses différentes. Et je pense que c'est une des choses, moi, qui a été le plus percutante pour moi. J'ai mis plus de temps, même le mot me sortir, je l'aime pas, mais à me régénérer, à transmuter mon expérience de la rue que le sevrage de l'addiction. Il m'a fallu des années, presque 5-6 ans pour... En fait, j'ai continué à aller faire la manche dans le métro, même quand j'avais un appart, même quand j'étais en train de... La boîte que j'ai présentée à qui va être mon associé à la télé, j'étais au RSA, en fait. J'avais un enfant toute seule, il fallait que je fasse tout. Je prenais le train pour continuer à aller faire la manche à l'heure du déjeuner à Paris. Déjà parce que j'étais... Ouais, en fait, c'était ma normalité, en fait. C'est là qu'on voit le pouvoir des habitudes, comme quoi, vraiment, n'importe quoi que tu décides de faire, ça rentre. Être dans des espaces clos, c'est encore un peu difficile pour moi. Pendant longtemps, je me souviens, le premier appartement qu'on a eu à Montpellier, après avec mon fils, on était tous les deux, donc l'appartement était immense pour les standards d'où je venais et tout ça. Et en fait, j'allais le coucher, je me mettais dans mon lit, j'attendais un peu qu'il dorme, et je m'étais fait dans la buanderie, une espèce d'appentis adjacent à la cuisine, entre le lave-linge et la fenêtre. J'avais fait un espèce de... Tente. Ouais, c'est ça, un mini squat, quoi. Et en fait, j'allais me mettre là-bas dans mon recoin et j'avais besoin de ce sas-là pour pouvoir peut-être après. Des fois, je m'endormais là-bas. Après, j'ai réussi à passer l'étape d'aller dans ma chambre, mais mon lit, je l'avais mis sous la fenêtre. Et je dormais avec la fenêtre ouverte, avec la tête vraiment sous la fenêtre parce que. Attention libre. Ouais, c'est complètement différent. Il y a des réflexes aussi de cendrer par terre, par exemple, moi qui suis fumeuse. tu fumes une clope, je sais pas, même dans un salon, tu sens par terre parce que t'as. Oui, t'as habitué à cendrer dans la rue. C'est ça. C'est plein de petits détails comme ça. De scanner, par exemple. Quand t'es dehors, en fait, tu passes un peu en mode chasseur-cueilleur. T'es tout le temps en train de scanner. C'est une des parties des choses, moi, qui m'ont vraiment attrapée. En fait, t'as la ville. Et en fait, t'es dans un jeu vidéo et il faut trouver des trucs. Il faut trouver des bonus. Tu veux dire, est-ce que... Je donne un exemple, peut-être que je me trompe. C'est comment je peux choper un abricot sans me faire voir, ou c'est oulala, il y a une super promo, il y a un truc, le mec il a l'air sympa, faut que je discute avec lui. Intéressant, c'est plutôt tiens, cette poubelle, est-ce qu'il y a peut-être un truc que je vais pouvoir manger dedans? Okay. Là, il y a un cendrier, ça se voit que c'est des mecs qui sont hyper pressés, on appelle ça des clubs de PDG dans le milieu. C'est en fait, tu tires 3 clopes, il reste ça. Donc tu prends ta clope et t'en prends plusieurs, tu les mets dans un paquet de tabac roulé parce que tu sais que le soir, t'en auras pas, tu vas les dérouler pour les rerouler. Il y a ça, il y a toute une... Il y a essayé de choper les maraudes, il y a des sacs de couchage qui sont des sacs de couchage de l'armée, je sais pas, de 1800, enfin de l'armée française qui sont excellents, c'est les meilleurs sacs de couchage du monde. Ouais, j'ai un pote dans l'armée qui m'avait dit la même et chose. Ils sont incroyables parce qu'en fait, ils sont imperméables comme ça et ils sont hyper rares. Il y a que en tout cas à l'époque, il y avait que une maraude du Salvation Army, je sais pas comment dire en français, qui passait. Donc il y a les dealers aussi. Donc bon, on va revenir sur ta question sur le crack évidemment. Mais c'est vraiment, en tout cas, encore une fois, pour moi, c'est un jeu de piste à grande échelle. C'est qu'en fait, tu cherches des dealers. Donc les dealers vendent la journée dans le métro. Encore une fois, à l'époque, peut-être que ça a bougé. Je sais que Stalingrad a été complètement démantelé. Donc la journée, c'est dans le métro, sur ce quartier-là. Madeleine, Saint-Lazare. Des fois, ça bouge un petit peu vers Réaumur, Sébastopol, mais bon, ça reste un petit peu central. Et ensuite, le soir, c'est plutôt vers Stalingrad et tout ce côté là-bas, quoi. Et avant juste d'aller dans le crack, est-ce que toi, en tant que femme, dans la rue, tu t'es déjà sentie en insécurité? T'as déjà eu des frayeurs, tu vois, avec des gens malhonnêtes qui n'étaient pas forcément des SDF, mais tu vois, qui ont tenté des choses, qui ont peut-être pas abusé, tu vois, je sais pas si c'est... Alors, c'est vrai que... Aujourd'hui, depuis que j'ai un enfant, mon rapport au danger a été complètement transformé à échelle génétique. C'est-à-dire que j'ai peur de prendre l'avion, j'ai peur de tout, quoi, en gros. Et donc, ça m'a permis de me rendre compte à quel point j'étais complètement cramée. Entre l'Australie, je suis allée de Rio à Salvador da Bahia toute seule en stop, sans argent au Brésil. J'étais à Bangkok, je bossais dans un club de Muay Thai, j'étais entourée. J'avais vraiment c'est même pas aucune conscience. Mais en fait, je refusais de partir du principe que c'était ça, en fait, le présupposé de base. En fait, je refusais de me dire qu'il fallait que je vive tout ça en ayant peur de l'autre et des hommes. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Après, j'étais aussi... je n'étais pas non plus le profil... j'étais pas hyper gracieuse. J'étais pas une nana qui est cute. Donc, je pense que ça m'a aussi un petit peu protégée. Et c'est surtout que j'avais une audace grande comme 3 fois moi, quoi. Donc, il y avait une attitude. Et au final, c'est vrai que j'ai pas eu énormément de problèmes. Après, oui, il y a
il y a toujours je pense que par pays, il y a eu 2 ou 3 personnes qui ont essayé des trucs dont j'ai réussi à me sortir, quoi. Et après, comme on le sait aujourd'hui, je pense que les pires violences que j'ai vécues, ça a été de personnes que je connaissais, finalement. Ah ouais. Mais ouais. Pendant ces 4 années? Sur toute ma vie, c'est un des trucs aussi qui est intéressant pour moi, c'est qu'en fait, je trouve qu'on perd beaucoup à avoir peur de l'autre. Moi, j'ai vécu dans la seule chose qui m'a tenue et la raison pour laquelle aujourd'hui je fais ce que je fais, c'est parce que j'ai une dette à honorer, en fait. Parce que pendant ces 4 années dehors, j'ai rencontré des personnes extraordinaires, des personnes qui ont vraiment, qui m'ont donné des choses, je sais pas, qui m'ont illuminé, qui m'ont permis de tenir. Et c'était pareil au Brésil, c'était pareil partout. Et moi, je crois fondamentalement en ça. Et je pense que c'est un climat qui se construit. Et qu'en fait, à être en fait tout le temps dans cette peur, qui certes est légitime, évidemment qu'il se passe des trucs horribles, on le sait. Mais j'ai l'impression qu'on a un peu perdu la balance, en fait, à force d'être isolés dans nos vies, à tout micromanager, à tout ceci. En fait, on se prive complètement de ce qui se passe dans ça, dans la connexion humaine, dans l'acte de donner, de servir à quelqu'un. Donc c'est un peu ça aussi que je cherchais. Et sinon, oui, dehors, alors bon, j'étais pas toute seule, donc j'étais avec mon compagnon à l'époque, ce qui donne un statut différent. T'es pas la petite nana toute seule, t'es la petite nana avec les mecs qui cassent des gueules à tout le monde et qu'il faut pas trop emmerder, quoi. Donc c'était différent. Après, voilà, il y a des fois où j'étais toute seule. Oui, un jour, je faisais la manche dans le métro sur la ligne 3, je crois. Et il y a un monsieur qui me donne 1 euro, franchement, bien, enfin, aucun red flag, parce que du coup, on développe aussi un radar. Tu scannes, tu vois, ça devient vite une seconde nature. Et franchement, pour le coup, le mec, simple, il me donne 1 euro. Je fais OK et tout. Et donc, je pars, je sors du métro, je longe le périph' et tout, je vais dans ma tente, je me penche pour chercher un truc. Et en fait, au moment où je me retourne, je vois le mec dans l'entrebâilleur de ma tente, en fait. Et dans ces moments-là, en fait, c'est ça, c'est que tu peux pas savoir à l'avance comment tu vas réagir. Ouais. T'as aucun contrôle. Ouais, parce que tu peux pas imaginer que ça va arriver. Et parce qu'en fait, ton système nerveux, il est en freeze total. Enfin, en plus, moi, j'ai plutôt tendance à paralyser quand je suis dans des états de stress. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, je dis « Tu fais quoi là ?» Et j'ai commencé à... Et en fait, je me grossis. C'est un souvenir que j'avais comme un poisson lune, quoi. Je fais... Pam, pam, pam. Et ça, j'ai fait ça. Ça m'est arrivé aussi au Brésil, où quand j'étais en train de faire du stop, il y a... un mec qui m'a pris, il parle, et en fait il commence à avoir des sujets de plus en plus à connotation sexuelle, etc. Je me dis ça pue un peu. Et il y avait une jeune femme chez qui j'avais dormi la veille, qui m'avait donné un taser, parce qu'elle m'a dit mais t'es complètement malade de faire ça au Brésil, t'es juste taré, donc prends ça. Et donc moi je me dis c'est maintenant, t'as le taser, le mec il est flippant, machin, vas-y, go. Et donc dans ces moments-là, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand tu dois sortir une arme, même un couteau ou un truc sans que l'autre te rende compte, t'es en paix. Enfin, moi j'étais en PLS, surtout que moi j'ai pas une très bonne capacité à tenir ce genre de... Autant je peux prendre plein de risques, autant, je sais pas moi, voler, enfin des trucs, ça me met vraiment mal à l'aise. Enfin, c'est pas du tout un stress que je suis bonne à tenir. Et au moment en fait où je me motive pour y aller, quoi. En fait, au moment où j'appuie, j'ai tellement peur que le truc, je le lâche, il vole dans l'habitacle. Ah merde. Parce que en fait, c'est hyper impressionnant, tu vois. Il y a un peu un recul, comme un flingue que j'ai jamais eu, mais enfin, j'étais là genre, ah! Du coup, j'ai crié. Le mec, il s'est retourné, il a bugué dans la voiture, il a crié, j'ai crié et tout. Et là, je suis sortie. Enfin, c'est un peu des histoires comme ça, quoi, qui sont ni terribles, ni non plus complètement anodines. Ouais, mais qui ont, mine de rien, marqué aussi ces années-là, quoi. J'ai une question un peu perso, est-ce que je peux la poser ? Let's go. T'as dit que t'avais un compagnon. Ouais. Comment on a des relations intimes quand on est SDF ? Mais dis donc, non mais on fait un court-métrage, là, elles sont trop bien ces questions, j'adore. Elles sont trop bien. Bon, c'est bon, on est fort alors. Ah ouais, non, franchement, je crois que j'en suis à plus de 200 interviews, 200 podcasts en tout, en anglais et en français. Ouais. Je me régale. Corps Esprit, on s'abonne, on like, c'est important. Abonnez-vous, le truc que j'ai jamais dit même pour mes propres chaînes. Ah ouais. Abonnez-vous. Non mais c'est important, c'est grâce aux abonnements qu'on reçoit des personnes comme toi aussi. Donc, tu sais, on dit souvent, quand tu vas voir un spectacle, t'applaudis. Ouais. Quand t'es en ligne, tu t'abonnes. C'est la façon de dire bravo, tu vois. Abonnement. Comment tu nous dis bravo ? Tu nous parles pas, donc faut s'abonner, il faut liker. Pour moi, c'est même pas un débat. Cool. Du coup, ma question très tendancieuse. Cette personne-là, elle est considérée comme mon compagnon déjà parce qu'on a eu un enfant ensemble. Ok. Donc, je suis tombée enceinte quand j'étais dehors. On y reviendra plus tard. Mais
En fait, la réalité, c'est qu'on n'avait pas une relation qui était une relation de couple, comme on peut imaginer. Ouais. On a dû s'embrasser peut-être 2 fois, 3 fois sur 4 ans, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il avait des chicots dans un état déplorable. Et la deuxième, c'est qu'en fait, on est occupé à faire autre chose. Il y a la survie. Ouais. Oui, t'as raison. C'est vrai qu'il n'y a pas la place. En fait, il faut. Et aujourd'hui, moi, avec mon background en neuro, etc., je le comprends. En fait, si ton système nerveux, de toute façon, il n'est pas en sécurité, tu Mais peux bien pas sûr. rouler des pelles, quoi. C'est Non. pas possible. Surtout quand t'as faim, quoi. C'est pas le truc Ouais, qui vient en ou je sais pas. Puis, enfin, t'es quand même. L'hygiène, c'est quand même un sujet qui est aussi intéressant. Enfin, moi, que j'ai toujours essayé de garder un peu en status quo. J'avais toujours des lingettes pour bébé, du talc, du shampoing sec. J'allais quand même, dans les toilettes de n'importe où, gratuit, pour aller me faire un peu une toilette, etc. Effectivement, ça fait partie des choses dont je parle aujourd'hui, enfin que j'explique beaucoup dans ma méthode. C'est qu'en fait, c'est pas parce que tu fais de la merde qu'il faut que tu te comportes comme de la merde, en fait. Et c'est vrai de garder cette dignité, de continuer à m'épiler les sourcils, aller de temps en temps me maquiller dans un monop, juste histoire de me brosser les cheveux et tout. Je pense que c'est en partie ce qui fait aussi que j'ai pas fait la déchéance totale et absolue, comme j'ai pu voir chez d'autres personnes, quoi. Et donc, quand on est deux, en tout cas nous, alors je peux pas parler pour toutes les relations, mais la relation qu'on a eue, c'était une relation d'enfant. On était 2 gosses, 2 enfants terribles. Lui aussi, TDAH, HPI, ancien sportif de haut niveau, devenu cocaïnomane, ancien chef de rang dans des grandes brasseries, le mec à balle. Et à un moment donné, plein de mauvais choix financiers, trop de cam, trop de n'importe quoi. Et en fait, il s'est retrouvé dehors. Et il était déjà dehors, du coup, quand on s'est rencontrés. Et donc, en fait, on s'est retrouvés 2 profils un peu atypiques, vraiment chauds pour vivre de l'aventure. Et en fait, ça a cliqué. Et d'un coup, en fait, on était nous 2 contre le monde. Pas contre la société en mode Nick Macron et tous ces trucs-là, mais en mode, en fait, on est dans notre jeu vidéo. Et en fait, pour nous, Paris, c'était un terrain d'aventure à taille réelle, quoi. Et il y a une confiance, une qualité de confiance, de parole qui aujourd'hui n'existe plus. Il faut imaginer que, donc 4 ans, pas de téléphone. Ouais. Qu'est-ce que tu fais quand il y en a un qui part acheter de la drogue, par exemple, que tu dois le retrouver à tel endroit? Tu dis, on se retrouve à la place sur la gare Saint-Lazare. Elle est immense. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais? Donc en fait, à partir du moment où on dit, je te retrouve, on se retrouve là, tu changes pas. Et une fois que tu es là-bas, il peut se passer plein de choses. Peut-être que lui s'est fait attraper quand il a acheté. Peut-être que ceci, peut-être que cela. Donc en fait, tu sais, et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, tu restes, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, que tu n'aies rien à manger. T'attends, parce que si tu le retrouves pas là, tu le retrouveras nulle part. Bon, en tout cas, ça va te prendre un bon moment. Après, on a des endroits au fur et à mesure où on sait que c'était un hub, mais bon, tu peux facilement te croiser. Bien sûr, c'est grand donc, quand même. Donc, ce truc-là de cette relation, en tout cas, moi, elle m'a donné un espace où enfin prouver, montrer à quelqu'un l'ampleur de ces valeurs-là qui ont toujours été hyper fortes chez moi. Moi, j'ai toujours été une amie hyper, genre, deep, quoi. Genre, on est amis, quoi. Ouais, tu donnes tout dans la relation. Ouais, c'est vraiment chevaleresque, quoi. Encore une fois, ça vient vraiment des romans et tout ça. Et toujours, j'ai jamais pu aller au fond de à quel point je voulais montrer comment j'étais une personne fiable, quoi. Et là, dans cette situation, ça, on a pu le faire. Ensuite, il y a les moments hyper difficiles. Qu'est-ce que tu fais, en fait, quand l'autre il est en train de s'endormir et que tu sais que s'il s'endort parce qu'il est défoncé et que ça fait 3 jours que vous n'avez pas mangé, il va mourir de froid, en fait, parce qu'il fait froid. Donc, qu'est-ce que tu... Enfin, il y a une notion, en fait, de... Il y a un inversement, en fait, de ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et tout se fait en corpo, tout se fait en hormonal. C'est lui qui a su que j'étais enceinte parce que mon odeur a changé. Ah ouais. Quand on habitait dans une des cages d'escalier, donc on était, je sais pas, au -4. Et en fait, la pratique, c'est que tu vas au -6 ou au -7 et il y a une rigole. Et en gros, c'est là que tu vas faire pipi, quoi. Ouais. Le reste, tu le fais ailleurs. Parce que voilà, ça coule dans la rigole. Donc, on avait un pote, on va dire, de dehors, etc. On lui avait dit, bah vas-y, retrouve-nous, on est à tel escalier et tout ça. Et en fait, le mec, il est jamais venu. Bon, on n'a pas trop fait cas. Et on se rendait compte que cette cage d'escalier qui était à la base hyper fréquentée, elle était quand même vachement vide, on était trop bien, genre, il n'y avait juste plus personne. Et la prochaine fois qu'on a croisé ce mec-là, on lui a dit, mais mec, t'es pas venu et tout. Il a dit, non, mais les gars, j'ai ouvert la porte, vous vous rendez même pas compte l'odeur qu'il y a. Genre, ça sent c'est impossible de même pénétrer, ça sent l'ammoniac de la pisse. Sauf que nous, vu qu'on baignait dedans et que c'était nos phéromones à nous deux, on s'en rendait même pas compte. Ouais. Et donc, tu retrouves des trucs, genre,
primitif Animal, ouais, de c'est très ouf. animal, ouais. Et ça change tout en fait. Donc t'as une communication, t'as une fusion de même de Tes sens, ils sont télékinésie, tu vois, complètement- c'est un délire. Il y a vraiment tout qui change. Même ton rapport au froid. Aujourd'hui, non mais je ne sais même pas comment c'est possible que j'ai fait ce truc-là. Quand je me retrouve à Saint-Etienne, je me dis, il a dû faire peut-être moins 1. J'étais, mais au bout de ma vie cet hiver, il y a impossible de réchauffer mon corps. Alors qu'en fait, j'ai passé des nuits entières et je pense, en fait, peut-être que vous avez déjà remarqué, les gens qui vivent dehors, on dirait ils ont tout le temps la tenue de mi-saison. Ils ont Ouais, tout le temps ça. avec le gros manteau, t'es là, le mec il fait 50 degrés et tu sais qu'en fait c'est la même tenue qu'il avait en hiver et que ça bouge pas. T'as une espèce de... Tu te régules. Il y a un auto-biohacking qui se met en place à l'intérieur de toi, tu vois, avec ta température corporelle qui est dingue. T'as pas la même gestion de l'énergie. Moi, c'est là, en fait, j'ai jamais eu autant d'énergie que quand j'étais dehors. Parce Ça que montre à quel point le corps s'adapte énormément. parce que tu manges moins. Tu manges moins. Mm. Tu fais pas 3 repas par jour. Bah non. Et tu bouges tout le temps. Tu fais que marcher, tu marches, tu bouges. En fait, t'es même pas en train de faire du sport. Moi qui fais énormément de sport, mais du sport mécanique, tu perds le fascia, quoi. Tu perds le... C'est pas la même chose quand tu portes un sac, parce que du coup, on a des énormes sacs militaires. Tu portes ton sac, t'es tout le temps en train de faire du gainage, en fait, Ouais. toute la journée. Il y a une présence à soi dans son corps qui dépasse tout ce que tu peux essayer de créer, on va dire, de manière factice, parce que le corps est vraiment fait pour ça, en fait. Et tu te rends compte que nutritionnellement, tu tiens avec rien. Alors après, moi, vu que j'ai toujours eu beaucoup de connaissances, du coup, finalement, de par les obsessions, en fait, j'ai pas de... J'aime bien manger bien, en fait. Enfin, je sais... Donc même pendant cette période-là, je savais qu'il me fallait quand même des protéines pour tenir 3 jours. Enfin, Ouais. il y a des C'est trucs une qui ont... conscience qui faisait Voilà, que c'est ça. C'est fou, hein. Ouais. Et tu penses que c'est ça qui t'a aidé à tenir, du coup, de se dire, comme je sais ce qu'il faut que je mange, je peux manger moins, mais je fais les bons choix, les choix Alors, stratégiques. c'était pas si délimité que ça, mais pour donner un exemple, en gros, le rythme, c'est que tu te réveilles le matin, et en fait, la première chose que tu veux faire, c'est d'aller évidemment acheter. Donc, le crack, en France, ça s'achète. Enfin, en tout cas, encore une Ouais, fois, on à va, l'époque. on va y voilà. venir parce que c'est vrai que pour Ouais, l'instant, on n'est pas encore. Ouais, ça- On sait pas comment ça a ça fuse. basculé. Comment ça a basculé avant, pour expliquer avant la journée. Ça a basculé de manière complètement anodine. En gros, il y a donc cette première personne que j'ai rencontrée là, avec qui j'ai commencé à explorer Paris, etc., qui était un homme, je sais pas, qui devait avoir la cinquantaine, plutôt un peu l'oncle, un peu... il ressemble un peu à Jack Sparrow, mais en genre méga plus abîmé, quoi. Et en fait, il me dit, ouais, il me manque 4 € pour acheter une galette. Et du coup, moi, je pensais qu'il voulait s'acheter un grec, quoi. J'avais vraiment pas la ref. Et j'étais là, ouais. Je voulais tellement, en fait, être cool qu'en fait, de toute façon, il m'aurait dit, je vais aller acheter une chauve-souris, que j'aurais dit oui, quoi. Et je lui dis, ouais, super, machin. Donc, on va et tout. Il achète. Je suis là, genre, bon, on n'est pas dans une boulangerie, c'est bizarre. Et en fait, on va dans une des cages d'escalier, celle du RERE, côté opéra. Et en fait, là, il y a un groupe de personnes, il y a un autre couple avec leurs 2 chiens, il y a un autre mec, une autre nana, bref. Et en gros, c'est l'apéro, quoi. Et en fait, il commence à sortir, il déballe son truc, moi je ne sais absolument pas ce que c'est. Et en fait, je les vois fumer, bon, je les vois, je fais ok, sans plus, enfin, je comprends pas trop en fait. Et en fait, à un moment donné, il me dit, bah tu veux essayer Et je lui dis quoi? Je lui dis, bah oui, évidemment. Je dis, bah oui, pourquoi pas. Donc il m'en met un petit peu et tout, j'essaye, et je suis là genre, ok, bah. Ça te fait rien. Mais c'est Enfin, quoi ni du plus crack? ni Moi, moins, quoi. honnêtement, je sais même pas ce que c'est. Euh, Je savais même pas que ça se fumait. Je sais même pas. Oui, voilà, je sais même pas si ça se fume ou si Ouais, c'est peut-être pour médicinal. ceux qui nous aient pour Ouais. comprendre et tout, parce que... Alors, le crack, en fait, c'est de la cocaïne qui a été cuisinée. Donc, il y a 2 manières de le faire, avec de l'ammoniac, où en fait, on fait chauffer de l'ammoniac, donc ça enlève en fait la coupe, ça enlève un peu toutes les impuretés techniquement. Ouais. Et sinon, il y a avec du bicarbonate, où là, c'est un peu plus long. Ça fait 2 types de crack qui sont quand même Ok. différents. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle, ça peut être de la freebase ou du crack, mais voilà, c'est en fait la goutte d'huile, donc en fait la partie pure de la cocaïne, enfin en tout cas la partie moléculaire qui se condense comme un espèce de petit caillou qu'on refait ok. chauffer et qu'on aspire. D'accord, ok. Et est-ce qu'on est. Parce que. Vas-y, non, continue. Continue, parce que sinon ça va fuser. Donc il y a ça, donc voilà, donc, selon après les pays, chacun aussi a un peu sa recette. Je sais qu'en France, il y a une communauté de personnes qui l'apportent et que du coup, il y a un peu, chacun met un peu sa tambouille. Donc dedans, peut-être t'as un peu de cristal meth, t'as un peu de ceci, enfin tu sais jamais trop ce que t'as, quoi. Et donc c'est vendu dans en monodose comme ça, tout prêt.
dans du papier. Et en fait, les dealers stockent dans leur bouche. Ah ouais. Comme ça, si jamais il y a les flics, ils avalent tout, en fait. Ouais, mais du coup, tu peux avoir des effets secondaires, non? Si t'avales tout d'un coup. En fait, c'est emballé très, très, très serré dans du plastique, dans des sacs plastiques, vraiment comme une olive, enfin, comme la manière dont ils passent de la drogue. Oui, après, Mais c'est tout petit, c'est comme ça. Ok. Et donc, en fait, quand tu vas chercher le gars, il t'en crache une dans la bouche, tu vois. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai attrapé un virus d'un autre pays qu'ils ont mis beaucoup de temps à trouver. J'ai chopé une maladie tropicale, genre. Bah oui. Ouais, tu- bah oui. Mais attends, quand le mec l'avale, Il en avale pas une. Quand ils arrivent, ils ont les bajoux déformés tellement. Quand ils arrivent le matin, comme des pélicans, ils en ont genre 50 dans la bouche. Ils sont comme ça. mais attends. Ok. Ah oui, il l'avale, mais ça reste ici. Au fur et à mesure de la journée, ils en crachent. Après, ils sont bons. Enfin, ça arrive pas tous les 4 matins, quoi. Attends, mais attends. Ils en crachent quand ils sont dans la bouche ou ils avalent et ils arrivent à le recracher. C'est deux choses Il différentes. y a hein. plusieurs choses. En gros, quand toi t'en achètes une, il va la cracher soit dans sa main pour te la donner, soit directement dans ta main, si t'es pressé et qu'il faut faire vite. Ensuite, toi, quand tu l'as acheté, tu la gardes dans ta bouche. Tu la remets dans ta bouche. Parce que s'il y a des flics qui arrivent, tu l'as pas dans les poches, tu l'as pas dans les mains, tu l'avales aussi. Et donc quand tu l'avales, là t'as les effets de la drogue aussi. Non, parce que c'est emballé dans du plastique. Ouais. Mais attends, après tu le ressors. Je veux dire, tu Ça m'est jamais arrivé. Mais techniquement. donc, oui. donc juste t'as ça dans le corps et puis c'est Ouais, fun. Ok. ouais. Et après, comme les gens qui prennent l'avion avec de la cocaïne, t'as toujours le risque que. Mais par contre, c'est bien, bien emballé, quoi. Des gens qui prennent la règle. Putain, mais moi je suis trop naïf. hein. C'est grave. Hein. Mais il faut bien qu'elle arrive jusqu'à nous. Tu sais ce que c'est la créatine? Tu sais, moi j'étais paniqué déjà de ça parce que je me dis c'est une poudre blanche mais je me dis mais ils vont quand même capter. Et là tu me dis il y en a ils sont là ils arrivent avec des pélicans et bordel. À Madeleine et Opéra, quoi, dans le métro. Ah ouais. Ils sont là à côté de. Mais tu sais que je vais tout regarder ce qui se passe là. Après, voilà, bon, C'est quand même peut-être que ça a un discret. peu évolué depuis. Les pratiques ont peut-être évolué. Moi, du coup, je suis plus Ouais, t'es plus plus dedans. dans le coup Ouais. sur ça, en tout cas en particulier. Le reste, je suis. Et t'es tombé addict dès le début parce que tu sais un truc qui me fait peur moi avec ces drogues c'est tous les gens qui me disent j'ai juste essayé pour voir. Je me dis ouais mais enfin si t'es accro dès la première dose. D'ailleurs petite anecdote moi j'ai jamais même tiré sur une clope quoi. Parce que j'ai peur d'être accro. Bon en plus du fait que j'aime pas l'odeur. C'est deux choses différentes. C'est une question qui est tellement vaste et sur laquelle, du coup, je me penche avec mon think tank, avec mon cabinet de réflexion autour de ces sujets-là. En fait, pour moi, la seule manière de comprendre ces choses-là, c'est déjà d'inverser le présupposé de base. Il faut comprendre que l'addiction, et c'est mon avis personnel à Tayeb, en tant que personne qui travaille là-dessus depuis 8 ans, en fait, tout ce qu'on dit aujourd'hui sur l'addiction n'est pas faux, mais c'est incomplet. L'addiction, c'est pas linéaire, c'est un Rubik's Cube qui est tout le temps en mouvement, en instantané. Il y a tellement de facteurs. Et moi, c'est ça qui me met en rage, en fait, de ce que je vois dans la manière dont on accompagne l'addiction aujourd'hui. On a, t'es addict, t'es pas addict, tu vas avoir un addicto, alors que le truc, c'est quantique tellement c'est complexe. Ouais, c'est T'as tout, t'as le corps, l'esprit, tu vois, t'as le pattern des gens, t'as sa cognition, t'as son environnement, t'as son intrapersonnalité, T'as l'enfance, son interpersonnalité, t'as tout il y a tout. Et en fait, donc, il n'y a pas de réponse simple. Et je sais qu'aujourd'hui, dans une culture de la commodification de l'information, c'est difficile. Ouais. On veut, en fait, 3 manières d'eux. Et du coup, c'est quoi? Et donc, pour faire un petit clin d'œil aux questions de tout à l'heure, et donc, c'est quoi? Comment est-ce qu'on sauve l'addiction? Non, les gars, on ne sauve pas l'addiction. C'est déjà, l'addiction, c'est quoi? Ouais. Le mot, déjà, c'est un mot valise qui veut tout rien dire. Dedans, il y a le sexe, l'alcool, le sport, les jeux d'argent, la drogue, avancé, pas avancé, occasionnel, récréatif, dans l'optimisation, polymorphe, pathologique, ceci, cela. C'est du délire. Et donc, en fait, on met tout autour de ce mot-là et on dit, et alors, comment on résout ça? Mais non, les gars, ça marche pas comme ça, en fait. Donc, cette question-là, elle est hyper intéressante parce qu'elle montre déjà l'ampleur des biais cognitifs qu'on a sur ce que c'est l'addiction. T'es accrodé la première fois, t'es pas accrodé la première fois. Donc ça dépend vraiment des personnes, ça? Ça dépend de tout, mais on a tous une base commune. On a tous grandi avec l'image, on a tous vu Requiem for a Dream. Ouais. Alors moi non mais par contre je savais jouer la musique au piano. Ok. Voilà c'est pas mal. Ouais. C'est vraiment le côté naïf. Ouais, franchement, c'est pas très lumineux, quoi. C'est un peu gore. Mais on a tous ces images-là, on a tous vécu peut-être l'essor des années 90 avec les scandales sur la cocaïne, avec Kate Moss, les mannequins. Enfin,
selon notre appétence, on a tous un peu des rapports à ces substances-là. Mais quelqu'un qui a grandi dans une famille en Dordogne où en fait ils boivent du pinard toute la journée, ou même ma meilleure amie qui fabrique du champagne grand cru, blanc de blanc en champagne, c'est pas possible d'être chez eux sans ouvrir 1 ou 10 bouteilles parce que c'est normal. Si elle, on lui propose un truc, elle va pas avoir le même rapport à l'état de conscience modifié que quelqu'un qui vient d'une famille où en fait l'alcool c'est interdit religieusement. Et c'est un tout petit exemple. Après, je pense que tout est une question d'attitude. Les amis, rapide pause pour vous dire que si vous souhaitez optimiser votre santé, vous avez 20% sur nutripreneur.com avec le code CORESPRIT20. Tous les liens sont en description. Si vous souhaitez perdre du poids ou avoir plus d'énergie et que vous avez un emploi du temps qui est chargé, checkez la description, vous avez un bilan offert dans le cadre du coaching Pareto Santé. L'idée c'est de voir si on peut travailler ensemble ou pas, et dans tous les cas, vous repartez avec des conseils. Et en plus, il y a beaucoup de personnes qui écoutent les podcasts mais qui ont du mal à retenir. Et bien nous, on a condensé plus de 5 ans d'expertise dans notre livre Biohacking. Donc si vous souhaitez en apprendre plus et surtout mieux retenir grâce à la lecture, eh bien tous les liens sont en description. Notre livre est disponible dans toutes les librairies de France, mais vous pouvez aussi le commander en ligne et on vous met les liens. On retourne à l'épisode, profitez. À partir du moment où tu arrives face à n'importe quelle drogue et que dans ta tête, il y a soit la version A, soit la version B, whatever you think, de toute façon, ça va en partie devenir vrai. Moi, je suis même pas une fervente croyante, mais j'ai assez étudié la neuroscience pour savoir aujourd'hui qu'on a une partie de responsabilité dans la manière dont notre existence se crée, prend forme. Pas à travers les mots qu'on se dit à nous-mêmes, à travers les pensées qu'on entretient sur nos comportements. C'est quelque chose... Ça semble super logique et je trouve que c'est fou de l'entendre de ta part. Non, parce que tu vois, tu pourrais avoir totalement le discours que tu n'as même pas vu tu vois, en 40 minutes en fait, il y a eu un problème de sociétal qui a fait que j'ai été là et tout. Et là, tu as même le discours à un moment, tu as dit bouge-toi et en fait, tu es un peu responsable de ce qui t'arrive. Non, mais je trouve que c'est... Bienvenue au cabinet AT. Ouais. C'est comme ça, moi, que je travaille l'addiction. Ouais, mais non, mais c'est fou parce que tu vois, on aurait pu se dire, bon, mais surtout. ouais, ça va être un discours non, mais en fait, les méchants capitalistes, tu vois. Je dis pas que tu les parles dans ton cœur, mais dans l'idée, tu vois, il y a ce truc Ouais, mais non, pour moi, en fait, il y a pas de... C'est pas si simple que ça. Et je trouve que c'est rendre un desservice aux personnes qui sont dans l'addiction que de continuer à nourrir cet imaginaire-là. Parce qu'en fait, du coup, ils ne peuvent pas, même pas avoir un autre modèle de à quoi ça peut ressembler. En France, tu ne peux parler de ton addiction, j'ai des frissons quand je le dis, qu'une fois que tu es dans le personnage qui est culturellement acceptable, c'est-à-dire le martyr, le repenti. J'ai péché, j'ai fauté, mais aujourd'hui je suis clean. Je veux me reprendre. Blablabla. Non. C'est pas, la drogue n'est pas mal en soi. Drugs are what you make them. La drogue devient... C'est un truc qui va venir exalter, minimiser. Mais la drogue en soi n'est pas un problème. C'est comme le sel. Ça s'en met un tout petit peu, c'est ok. Ça peut même rehausser. J'ai un peu de mal à comparer le sel et le crack quand même. Hein. Non, pas le crack, la drogue de manière générale, ou en tout cas les produits. Le crack, non, tu vois. Non, mais tu vois non, je comprends totalement, mais c'est pour justement pour amener en fait cette notion de dosage. Tu vois, est-ce que prendre... bon, je parle librement, vous couperez après si ça passe pas, mais est-ce que prendre par exemple un quart d'ecstasy ou un tout petit peu de MDMA pour aller à Solidays et danser et avoir des conversations avec ton meilleur pote que tu n'aurais peut-être jamais eu de ta vie parce que d'un coup il y a les barrières qui tombent et vous vous endormez comme des chipmunks trop mignons et tout, et en fait bah après tu rentres, alors oui t'as pris un quart d'ecstasy ou même un demi ou même t'en as pris toute la nuit, mais en fait le lundi t'arrives au boulot, t'es trop repu parce que t'as passé un super week-end et tout. Est-ce que c'est pire que de pas le faire parce que la drogue c'est mal, et en fait d'être chez toi et de finir par juste te bouffer un grec devant Netflix en te disant que ta vie c'est de la merde. Enfin, c'est toute histoire de perspective. Je suis d'accord sur... Alors moi j'irai pas tu vois, dans le tester ça, mais maintenant je suis d'accord que les gens ont des vies pas très fun et qui s'ennuient beaucoup. C'est peut-être pour ça aussi que du coup ils vont dans des pratiques très extrêmes, parce qu'ils ont du mal à trouver du plaisir dans quelque chose de simple, tu vois. Donc c'est vrai que c'est... Bah nous en tout cas dans la santé c'est dur de voir ce discours là, mais je comprends, et on a quand même... Avoir une bonne relation pour se dire ce soir je vais une soirée avec mon meilleur pote et viens ce soir on se dit tout. En tout cas on sait que les gens aujourd'hui, socialement parlant, c'est une catastrophe, ils sont tout seuls, ils sont déprimés, non mais tu vois, non, c'est vrai, l'entourage, les gens n'ont plus d'entourage et en fait ils se rendent pas compte à quel point ça a un impact sur ta vie, quoi. C'est ça, on ne grandit plus en fait à travers nos pairs. Les êtres humains sont câblés avec des neurones miroirs, en fait, on apprend des autres.
on co-crée ensemble, on se régule, même physiologiquement. Là, il fait chaud, ça fait 40 minutes qu'on parle, on est tous en train de partager. Si moi je suis stressée, vous allez le sentir à travers les pores. Enfin, il y a de l'alchimie qui se passe en fait entre êtres humains. Mais moi, donc j'accompagne des personnes qui sont un peu dans ces profils atypiques, qui sont des sportifs de haut niveau, par exemple, mais qui ont aussi des comportements récréatifs ou des gestions ou des addictions qui sont en cours de gestion. Ce genre de profil existe. On n'en parle pas parce que c'est machin, mais ça existe. Et la raison pour laquelle c'est important pour moi, c'est encore une fois, c'est pas pour dire que il faut faire ça parce que c'est possible. C'est juste de montrer que ça, c'est une facette du Rubik's Cube. Et il y a des milliers de combinaisons. Et c'est en fait pour sortir de la lecture de l'addiction qui est substance-based, donc qui est basée sur la substance. En fait, aujourd'hui, on va venir faire un ratio de est-ce que c'est grave ou pas grave par rapport à la substance. Mais en fait, c'est faux. C'est pas comme de la même manière que si tu as une nana, tu lui donnes... tu peux lui mettre un mec hyper toxique ou un mec pas toxique du tout. Si elle a décidé d'être toxique avec le mec pas toxique, bah, ils auront une relation toxique. Et si elle a décidé d'être stable et de réguler le mec toxique, peut-être qu'ils vont enfin devenir stables ensemble. Donc en fait, c'est pareil. C'est que tu pas peux blanc ou mettre... noir, on est d'accord. Voilà. Il y a ça, et ensuite, il y a une vraie hygiène de prévention et de... Si un jour, on va être confronté à ces choses-là, plutôt que d'avoir justement ces narratifs qui sont très extrémistes, enfin qui sont très anxiogènes finalement et qui sont pas très responsabilisants, moi je milite en fait justement pour une prévention proactive. Aujourd'hui, la question n'est plus de se dire est-ce que nos enfants ils vont peut-être rencontrer des gens pas bien dans le truc. Tu regardes Netflix, chaque seconde t'as du cul, de la drogue, des meurtres. Enfin c'est partout dans la culture. Oui, donc en fait, c'est pas vrai. tant de se dire j'espère qu'ils sont bien élevés et qu'ils vont pas traîner avec les mauvaises personnes. Il faut partir du principe qu'on va leur proposer de la cocaïne, qu'on va leur proposer un joint à la sortie du lycée. C'est évident. Putain, mais alors, tu sais que moi, on m'a jamais proposé ça. Si un joint au lycée, parce que dans ma classe, on était 3 mecs à pas fumer sur 10 mecs. D'ailleurs, c'était une très mauvaise année pour nous, parce que du coup, tu passes un peu pour le mec pas drôle et tout. Mais tu sais que, je vais dire un truc, je n'ai jamais vu de la drogue. Non, mais je sais que ça... En plus, on est dans un milieu entrepreneurial où... Oui, mais on est dans un milieu entrepreneurial où on sait que ça tourne, mais je pense que quand on est dans la santé, les gens nous le disent pas. Parce que je ne sais pas à quoi ça ressemble. Tu te rends compte? Pour moi, c'est comme du sucre. C'est cool. Alors, il y a plein de manières différentes. Après, c'est aussi... Il y a deux choses. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de possibilités d'être présenté à toutes ces substances parce qu'elles sont juste vachement plus pressantes et faciles à... Enfin, même juste tous les réseaux sociaux, les gens en parlent. Avant, pour savoir, déjà pour avoir un plan ou acheter une drogue, il fallait connaître quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Enfin, il n'y avait pas de Uber Weed, quoi. Ça n'existait pas. Donc effectivement, oui, moi non plus, à mon époque, je vais pas dire qu'à chaque jour, on m'a proposé des trucs. On m'a proposé le joint occasionnel. Exactement comme toi, je détestais ça, donc j'étais un peu la pas cool du groupe, quoi. Quand j'ai commencé à sortir en boîte avec ma grande sœur, il y a un mec qui m'a fait prendre une trace de coke. Bon. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, les gars, ils ont les ballons, ils ont le protoxyde d'azote. Enfin, aujourd'hui, il y a des nouveaux produits de synthèse, des drogues qui sont chimiques, un peu comme l'industrie agroalimentaire a fait sur l'alimentation. Il y a exactement le même truc qui est en train de se passer sur les drogues. Bah ouais. Et toi, à ton niveau, comment tu t'es dit là, je sens que je suis addict. Enfin, tu vois, t'as commencé le crack, mais tu vois, toi, ta perception des choses, que t'as dit que voilà, ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais toi, en tant que Ashley, qu'est-ce qui t'est dit ah là, je suis addict au crack? En fait, il y a deux choses qui se superposent. Moi, je pars du principe que dans le fond du fond, tu sais toujours ce que tu es en train de faire. Il n'y a pas de... je me suis pas rendu compte. Non. T'as conscience. Tu le sais. Dans le fond, tu sais que tu te vois faire. Comme quand... Et on peut, encore une fois, remplacer drogue par sucre. Tu sais, tu joues avec ta limite. Tu te dis, après tu t'es dit, tu as la tension de c'est bon demain, mais tu te vois faire dans le fond. Donc déjà, il y avait ça, où en fait, je sentais en auto-observation que ça commençait à prendre de l'espace et tout. Mais en fait, ça reste un peu dans cette zone de flou. Et après, il y a surtout le moment, en fait, où il n'y a juste plus rien d'autre qui t'intéresse. Ah ouais. Tu ne sais plus rien faire d'autre. C'est-à-dire que l'idée... En fait, toutes les choses qui étaient quand même importantes pour moi, j'ai progressivement arrêté d'écouter de la musique.
j'ai arrêté de lire, j'ai vachement diminué le soin que j'accordais à ma personne. J'en ai quand même gardé le minimum, mais par rapport au début. Et en fait, il n'y avait plus rien qui m'intéressait. Même le contact avec les gens était moins intense. Et en fait, surtout, les prises en fait, servent plus à rien, quoi. Parce qu'en fait, tu es tellement dans l'angoisse d'avoir envie que ça fonctionne que tu te prends la tête. Tu as des parano, en fait. Alors, surtout avec ça, tu commences à avoir des névroses, un peu des psychoses et tout. Donc, tu te dis, est-ce que je l'ai mal consommé Parce qu'en fait, ça te fait rien. Parce que tu as tellement envie que ça te fasse quelque chose que tu es un peu un canal. Mais pour moi, c'était surtout ce truc de se dire, en fait... là, c'est encéphalogramme plat, quoi. Il y a rien d'autre, y a rien d'autre qui m'intéresse. Je ne prends plus plaisir à rien faire d'autre. Et après, il y a une autre fois, un petit peu plus tard, où j'ai eu un moment donné où je me suis vue dans un miroir. Et en fait, je ne savais pas qui c'était. Ah oui, parce que tu ne te voyais pas tous les jours dans un miroir. Si, mais en fait, tu te vois passer, en fait. Ouais, dans les reflets. Ouais, voilà, de temps en temps, tu vas te regarder le visage et tout, mais... Même quand on n'est pas dehors, on ne prend pas tous le temps de se regarder dans un miroir. Ouais. C'est de vraiment avoir un eye contact avec toi pendant 1, 2, 3, 5 minutes. C'est même quand tu es dans une vie normale, tu le fais pas. Et en fait, je me souviens, je venais de prendre la douche et tout, et donc je suis le miroir. Et en fait, j'ai vraiment eu un haut le cœur de... Mais c'est qui cette personne, en fait, quoi? Parce que du coup, j'étais très, 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 très maigre. Je faisais peut-être 41 kilos, un truc comme ça. Bon, je suis pas très grande, mais c'était vraiment... j'avais vraiment les salières, tout était saillant, etc. Moi, j'étais quand même vachement musclée, mais vachement maigre, quoi. Ouais. Et en fait, je me voyais, et du coup, mon visage... Du coup, quand on maigrit beaucoup, en fait, la forme du visage change. J'avais le visage vraiment ovale. J'avais un front mon front était, enfin, toute la structure de mon visage était changée. J'avais l'impression que mes yeux étaient immenses, je ne me reconnaissais plus, en fait. Et en fait, surtout, il n'y avait plus rien dans mes yeux, quoi. Et ce moment-là a été aussi en fait, c'est plutôt plein de petits moments, parce qu'en fait, encore une fois, il y a l'addiction, elle prend place sur plein de substrats, de sous-couches, en fait, de ta vie. Donc, il y a tes loisirs, ce que tu sais faire. Il y a ton apparence physique. Il y a ta confiance en toi. Il y a... Et donc, en fait, tes relations, ouais, c'était tout. Et c'est en fait... Donc, t'as un moment un peu prise de conscience, mais pour chaque sous-couche, parce que c'est ça qui construit l'addiction terrible dont on parle. Ça n'arrive pas tout d'un coup, je suis full addict. Avant, j'étais un peu addict. Maintenant, je suis full addict. C'est pas... Ouais. C'est un truc qui se construit. Et aussi, il faut se dire que quand tu fais 3 jours de consommation non-stop du soir au matin, du matin au soir, que tu ne dors pas, qu'après tu dors pendant 2 jours, 1 jour et demi, ou jusqu'à ce qu'on vienne te déloger, et qu'ensuite après tu recommences, t'as pas non plus beaucoup de temps pour avoir des grandes prises de conscience. Ouais. Tu vois, il y a aussi ça, c'est qu'en fait ton cerveau il est épuisé, en fait. C'est quoi les effets? Genre ça te faisait quoi? Parce que je me rends pas compte. Du coup, j'ai l'impression que ça te faisait beaucoup dormir, ça t'épuisait quand même. Alors après, si vous avez jamais pris de drogue, c'est un peu compliqué à comparer, parce qu'en général, j'utilise d'autres produits pour comparer, mais... En principe, je sais pas. En tout cas, déjà, ça te coupe la faim et ça te coupe le sommeil. Ok. Ah oui, donc... déjà. Ensuite, en fait, au moment où t'aspires la fumée, t'as une sorte de... Ça peut prendre des variantes différentes. Ça peut te faire un peu comme du bourdonnement comme ça dans les oreilles. Enfin, t'as un espèce de flash, quoi. Mais c'est pas planer, c'est un peu comme ça. Ouais. Là, c'est genre... Wow, t'es un peu comme ça et ça fait wow. Et en fait, tu vois ta réalité, mais elle est toute floutée, elle est différente. Et en même temps, t'as une sorte d'euphorie. Sauf qu'au moment où, du coup, tu finis ton inspiration, au moment où tu commences à souffler, t'es déjà en angoisse parce que ça veut dire que c'est fini, quoi. Ah. C'est pour ça que le crack en particulier est très dur. Et bien... Et... Non, je me disais, du coup, aujourd'hui, ça te manque pas? Non, aujourd'hui, ça ne me manque pas. Non. Et après, de toute façon, c'est toute la base, en fait, de mon travail est là. La première fois que j'ai arrêté, on va dire, avec les méthodes traditionnelles, à la dure, la volonté, je sais faire, quoi, genre, boum, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, quand j'avais la liberté, finalement, un peu de faire ce que je veux, qu'en fait, il n'y avait aucun travail qui avait été fait parce que j'avais encore envie et que ça me manquait.
C'est à partir de là que je me suis dit, mais il y a un problème en fait. Parce que du coup, ne pas consommer, ça veut pas dire que je suis libre de mon addiction. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me buter en me disant, non mais there's gotta be a way, quoi. Il doit y avoir une solution, parce que je me suis toujours refusée, parce que j'étais jeune quand même. On te dit, ah ben en fait, il faut plus que tu ailles dans un bar, il faut plus que tu ailles dans un festival, il faut plus que tu fumes de clope, il faut plus que tu fasses rien du tout. En fait, ça marche pas trop. Ouais, et surtout, n'importe quel truc peut te déclencher. C'est comme si, en fait, t'es en train de faire ta sèche et on te dit, bah, faut plus que tu ailles dans un supermarché, il faut plus que tu manges avec tes parents, il faut plus que tu regardes un panneau publicitaire, mais en fait, tu fais quoi, en fait? Tu sentir les odeurs. Mais c'est ça, c'est impossible, en fait. Et du coup, et c'est un peu ce côté rebelle de, mais tu sais quoi, je suis sûre qu'il y a une autre manière et je vais y arriver, comme pour mon bac, comme pour les... Et il s'est activé à ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais faire à ma manière. Et en fait, mon objectif, c'était pas de ne pas consommer, c'était d'être libre. C'était de pouvoir aujourd'hui me balader dans Paris. Alors évidemment, quand je passe dans le métro et que je me prends une volute de fumée dans la gueule, mon corps réagit. Est-ce que tu le sens? Ça se sent? Oui. Moi, je reconnais l'odeur, ouais. Une volute de fumée. Parce que du coup, les gens fument dans le métro. Et donc, des fois... Oui. Ah ouais? Oui. Des fois, même quand il y a des gens qui sont sur le quai, ils sont juste comme ça, c'est tout discret, tu fais comme ça. Ouais. En tant qu'ancien SDF, est-ce qu'aujourd'hui, quand tu te balades dans les métros de Paris, tu reconnais des anciens amis à toi? Oui. Oui, bien sûr. Il y en a beaucoup qui sont morts. Il y en a beaucoup qui sont en prison. En prison? Ouais. Bah oui, parce que tu voles, tu fais des choses. Il y a plein de... Il y a beaucoup de prostitution, il y a beaucoup de proxénétisme, il y a beaucoup d'abus sexuels, il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup de violences, il y a beaucoup de séquestration, il y a énormément de choses. En fait, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles en fait, à la base, moi, je voulais être rédactrice en chef de Vogue US, quoi. J'ai jamais voulu faire ce que je fais, mais quand je me suis rendu compte que moi, j'avais réussi, donc avec ce tunnel que j'ai créé, ou pour comprendre et un peu péter le code, que j'ai réussi à pouvoir aller dans une soirée, voir de la cocaïne, pouvoir aller à Paris, machin, et être OK. Comme si je te dis, est-ce que tu as envie de manger un morceau de la table pour ton petit-déj, c'est plein de fibres, tu vas me dire non. Ça me viendrait pas à l'esprit. Tu vois, c'est évident en fait. Okay. Et pour moi, je cherche ce niveau-là d'évidence. Pour moi, c'est là que tu as géré ton addiction. Ouais, c'est ça que j'apprends aujourd'hui. Mais du coup, quand je vois... et quand j'ai vu en fait progressivement ces personnes-là et que j'en ai vu de moins en moins, etc., je me suis aussi dit, mais pourquoi moi en fait? Qu'est-ce qui fait que moi j'ai réussi à pas... parce que je suis quand même passée par les mêmes endroits. Enfin, j'ai fait des épisodes paranoïaques très violents. Je me suis mise en danger. J'ai eu plusieurs infections pulmonaires à répétition. Je m'étouffais dans mes propres sécrétions et je continuais quand même à fumer. J'ai les pieds complètement déformés d'avoir marché, traversé tout Paris de nuit, de jour pour aller acheter dans des chaussures comme ça et tout. Et mon corps, et je me suis dit, et pourtant, j'ai réussi. Pourtant, j'ai réussi à, je ne sais pas comment, tenir pendant cette grossesse. Justement, j'allais dire, faillir. Ouais. T'as commencé le crack, t'étais enceinte? Non. Donc, 3 ans, peut-être, donc 4 ans. En fait, j'ai été partie faire une cure. Il y a plein d'épisodes, etc. Mais à un moment donné, j'ai croisé mon père dans la rue par hasard. Il m'a envoyé en Espagne en cure pendant 1 semaine. Donc, ça faisait 10 ans que je n'avais pas vu mon père. Et en fait, une fois que j'étais là-bas en cure, ils m'ont oublié là-bas. Donc, en fait, c'est les patients de la cure qui m'ont donné de l'argent pour payer mon billet pour que j'aille retrouver mon grand amour. Ah ouais. Side story. Et en fait, du coup... Et tu croises ton père parce qu'en fait, tu l'as pas dit bon, mais je pars. Genre, c'était pas un... Non, bah après, ça faisait longtemps qu'on n'était pas, qu'on n'était plus en contact. J'ai un peu une fracture familiale, quoi, de mes 2 parents et tout. Et donc, on s'est vraiment... Enfin, moi, je l'ai reconnu. Lui, il a eu un peu plus de mal, justement, parce que... Ah, t'avais changé. Parce que j'avais changé. Mais bon, donc, il y a eu cet épisode-là. Et c'est bon, j'ai retrouvé mon fil. C'était par rapport à la grossesse. Ouais. Et donc, en fait, en revenant d'Espagne là-bas, moi, je me suis dit, bon... Moi, je voulais pas arrêter non plus, mais j'avais quand même appris plein de trucs là-bas intéressants. Et je lui ai dit, viens, on essaye de se mettre au vert. De toute façon, l'idée, il n'y avait pas d'histoire de sortir de la rue, etc. Je lui ai dit, viens, juste on part un peu de Paris, quoi. On essaye. Et donc, on est parti. C'était à l'époque où on pouvait encore prendre des trains sans payer. Ah ouais, comment? Il n'y avait pas de portique. Ah, mais c'est vrai, t'as raison. Oui, oui, et si tu te faisais pas choper. Oui, c'est ouais, ou même si, et du coup, quand t'es SDF, en fait, pareil, pour le coup, ça, c'est un peu des passes-droits sur certaines choses. Ouais, parce qu'ils vont pas... C'est comme le ticket de métro, quoi. Ils vont pas te mettre une amende si t'as rien de... Et donc, on est parti, en fait, se mettre au vert. Donc là, pas de crack, parce que le crack, c'est quand même vachement lié à Paris, en tout cas. Et en fait, c'est pendant ce moment-là que je suis tombée enceinte. Et quand on est revenu à Paris, du coup, lui, il a senti à mon odeur, il m'a dit, il y a un truc bizarre et tout.
t'es pas enceinte, je pense que t'es enceinte. En plus, c'est difficile parce que du coup, moi, j'avais quasiment plus mes règles. Enfin, c'était complètement aléatoire. Bah ouais. C'était vachement Oui, difficile. t'avais pas les repères classiques, quoi. Et du coup, je suis allée donc j'ai fait le test positif, je suis allée à l'hôpital pour vérifier, du coup, j'étais enceinte. Et à partir du moment. Donc après, à la base, je voulais avorter. Et à partir du moment où j'ai décidé de le garder, j'ai tout arrêté net. La clope, la bière, le crack. Et donc, je l'ai fait. Mais en fait, déjà, j'étais malheureuse comme la pierre. Et en fait, une fois que j'ai accouché, une fois que mon fils a commencé à grandir, une fois qu'il allait à la crèche, une fois que j'ai commencé Et en fait, je me suis retrouvée avec la même envie que pendant que j'étais dehors, en pire. Parce qu'en plus, je me disais, moi, j'ai tenu 2 ans. Ouais. Comme ça, que même une clope, je l'ai pas fumée. Ouais, donc Et du coup, j'avais une espèce de dette en mode, ouais, mais quand est-ce que je me rattrape, quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais dans la merde. Et qu'en fait, toutes les thérapies de machin, de contrôle, de restriction, etc., ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et après, Mohamed, je me dis, à cette époque-là, t'es SDF, comment tu te le finances parce que ça coûte cher, la drogue. Oui, alors ça coûte cher, effectivement. Du coup, tu mangeais plus tout l'argent que tu récupérais. Non, alors, bon... propos peut-être un peu clivants, mais en fait, personne meurt de faim dans la rue. Je dis pas qu'il n'y a pas des moments où c'est pas accessible au moment où tu en as besoin, mais en fait, je n'ai jamais manqué de nourriture dehors. J'en avais peut-être pas au moment où j'en avais besoin, mais en fait, t'as tous les supermarchés qui jettent des tonnes et des tonnes de nourriture. Dans le métro, t'as des gens qui te donnent à manger toute la journée. T'as des gens qui rentrent dans des supermarchés qui t'achètent un sandwich, qui ceci, qui cela. Ils sont sympas en fait, les Français, sur ça. Mais de ouf. Moi, j'ai une reconnaissance, mais sans pareil, à chaque personne que j'ai rencontrée. Et après, c'est aussi, encore une fois, une attitude. Qui tu es dans ta vraie vie, c'est qui tu vas être quand tu es à la rue. C'est pareil. Il n'y a pas de... Ce que tu dis, c'est... je vais te dire, peut-être que tu vas me dire, c'est un peu dur, mais moi, j'ai jamais donné d'argent un SDF parce que je me disais toujours, je me suis dit peut-être que mon idée va être débunk aujourd'hui, il va acheter la drogue avec. Par contre, j'ai déjà acheté la nourriture. L'autre jour, je suis devant Naturalia, un mec il dit monsieur, vous pouvez m'acheter une boîte de pois chiches. Super, en plus c'est hyper précis. Tu vois. C'est clair, on adore. Bah, bien sûr. Grand sourire, je suis super content, je lui prends le format familial, tenez. Ouais. Mais ça m'a coûté genre 5 balles. Il m'aurait demandé 50 centimes, je lui aurais jamais donné. Pois chiches bio, genre un kilo, tu sais, un truc. Non, mais c'est vrai, parce que tu dis avec l'argent, est-ce qu'ils vont vraiment acheter la nourriture? Une fois, moi même, j'avais donné de la nourriture et on l'avait refourgué à la gueule. Oui, putain, c'est vrai. Ouais, non, mais il y a des... Et donc en fait, c'est... Alors, il n'y a ni le récit totalement A qui est vrai, ni le récit totalement B. Bien sûr. J'imagine. Mais ça en dépend fait, de chaque personne encore. Mais c'est surtout... c'est encore une fois une histoire de respect. Moi, je sais que j'avais une déférence sans pareil parce que je savais que des gens qui me donnaient de l'argent, mais putain, ils étaient potentiellement pas dans des bonnes situations, etc. Enfin, chaque personne qui m'a donné, je sais pas, je les regardais dans les yeux. Aujourd'hui, moi, je vois des comportements, enfin même à l'époque, non mais les gens, ils abusent de ouf. Et là, genre, il gueule dans le métro comme si c'était chez lui. En plus, il est en colère parce que nique tout le monde et il crie sur tout le monde. Après, il s'énerve parce que personne lui donne. Quand il y a quelqu'un qui lui donne, il regarde même pas la personne, il compte et tout, il fait genre, ouais, machin. Mais évidemment qu'on leur donne rien. Enfin, c'est pas parce que t'es dehors que t'as un passe-droit d'être un connard, en fait. Enfin, tu vois, c'est une histoire de bon sens. Et en fait, moi, je sais que chaque fois que je montais dans un wagon de métro pour prendre la parole, déjà, j'avais le trac. C'est comme si c'était la première fois, en fait. Enfin, tu sais, tu parles, tu t'exposes, c'est hyper vulnérable et tout. Et en fait, quand il y a une personne qui commence à te donner, déjà, enfin, ça fait quelque chose. Et Un en truc fait, de reconnaissance. t'es super reconnaissant. Et du coup, chaque personne et tout. Et après, moi, j'étais hyper open. Je disais, voilà, des trucs des articles de toilette, de la lecture. Enfin, en gros, je prends tout, quoi. Tout ce que vous pouvez imaginer. Même si vous dites que c'est pas important, moi, ça va sûrement me servir. Donc, c'est une histoire d'ouverture. Et ce que j'ai observé, c'est qu'en fait, effectivement, plus tu vas mal, et moins on te donne. Bah peut-être parce qu'on est impressionné, parce que tu vois, le mec qui gueule dont tu parles, moi, j'avoue, il y a un côté de moi où ça me fait un peu peur. Parce que je me dis, ok, il a l'air énervé. Donc, en fait, quand il passe à côté de Meryl, en plus qu'elle est enceinte, tu sais, je suis un peu en mode... Je guette absolument chaque truc. Par contre, vous avez pas un paquet de pois chiches, le mec me l'a dit, il était limite bien sapé. Ouais, c'est ça. Le mec... Oui, tenez. Et en fait, parce que en fait, ça reste les mêmes codes que dans n'importe quelle relation, tu vois. Si tu demandes à la boulangère rapidement votre baguette tradition, il y a moyen que tu te fasses éjecter de la boulangerie, tu vois. Non, mais c'est vrai. C'est ça. Et ouais, moi, je sais que la dynamique mentale interne que j'avais créée pour, on va dire, essayer de trouver un équilibre à l'intérieur, parce que bon, évidemment, moi je savais qu'il y avait une partie de l'argent que j'utilise, enfin une grosse partie de l'argent qui partait dans la drogue, et je le vivais hyper mal éthiquement. Et du coup, en fait, je me disais, ok, en fait, sur tout l'argent que je gagne,
il y a une partie automatique qui va pour acheter à manger, acheter du tabac, m'acheter des lingettes pour bébé, etc. Et en gros, c'est la condition sine qua non. Donc la première manche de la journée, il y a le truc symbolique de se dire, en fait, tant que tu n'as pas tes besoins primaires pour pas vraiment tomber en décrépitude à qui tu as utilisé cette partie de l'argent pour ça, tu vas pas acheter, quoi. Ouais, donc t'avais quand même une certaine conscience, hein. Mais non, mais c'est dingue. Je sais pas si t'as d'autres personnes dans ton cas qui ont sorti de la rue que tu connais, qu'on peut recevoir sur le podcast, parce que ça se trouve, on aura des témoignages différents. Non, mais c'est vrai. Malheureusement, non. Moi, je m'attendais pas à ce que tu dis ça. Ouais. Parce que, attends, ça veut dire que t'avais même limite comme quelqu'un qui dit je reçois mon salaire, je mets 200 sur le livret A, 200 pour les vacances. Toi, c'était 5 euros pour les fruits. Parce que comme tu disais, parce que peut-être que dès le début, comme tu as gardé pas une certaine rigueur, mais tu vois, un minimum de je veux dire, bonnes habitudes, tu vois, d'avant, je sais pas, en fait, c'est resté ancré en toi, quoi. C'est une vraie question que je me pose, c'est quid de l'inné et de l'acquis, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est parce que j'ai eu de la chance et que mes grands-parents m'ont donné des vraies valeurs d'altruisme, d'humanisme, de dignité, tu vois, de pas humilier les gens, de respecter machin, et que du coup, en fait, c'est juste structurellement impossible pour moi de passer certains paliers. Je pense qu'il y a une partie de vrai. Et après, c'est aussi que c'est ma personnalité, quoi, et qu'il y a eu un choix très conscient de me tenir. Après, moi, je me tiens beaucoup en joute, en fait. Quand je me vois, en fait, machin, je suis là, genre, tu veux faire ça? Vas-y. Mais par contre, fais-le bien. Vas-y à fond. Vas-y à fond. Genre, gère-toi, quoi. Ouais. Tu veux faire de la merde, tu veux faire de l'aventure, tu veux partir à l'autre bout du monde, ok. Par contre, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu peux pas te dire, ouais, je fais la meuf par là-bas et après demander de la thune à tes parents. Non, tu veux aller faire la folle de l'aventurière, tu te démerdes. Mais fais-le bien, rends ça sexy. Et dans la rue, c'était pareil. Tu veux faire ça? T'as envie d'avoir cette lifestyle de Lara Croft? Je me rappelle, j'avais les cheveux longs et tout avec ma tresse, j'étais là genre, ouais, tout. Tu veux faire ça? Reste qui tu es, quoi, tu vois. Genre, reste propre. En plus, t'as pas de photo de l'époque, du coup, t'avais pas de téléphone. J'en ai une qui a été prise chez la mère de mon compagnon, chez qui on était allé à la campagne une fois. J'en ai qu'une seule. Ouais. Just one. Bah ouais. Et du coup, c'est vraiment dehors. Du coup, on était. Mais là, tu disais, t'as 33 ans. Ouais. Mais en fait, t'es super jeune. Parce que, en moment, tout à l'heure. Non, mais t'as dit tout à l'heure, quand j'étais jeune. Je me suis dit, ah, peut-être qu'en fait, elle avait. Non, mais en fait, t'es toujours jeune. Enfin, 33 ans, tu vois, c'est l'âge du Christ, ça va, c'est jeune. On y est. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est dingue. Tout ce que t'as vécu. Ouais. Parce que là, en fait, tu pourrais faire encore 6 carrières. Et on est bon, tu vois. Ouais. Donc, ouais, non, putain, mais c'est dingue. Oui, J'ai à la fois après, tellement de il y questions. a eu la sortie de rue où là, effectivement, ma vie, elle a fait. Ah si, moi j'avais une question, parce que tu as parlé de maladies, tu as eu des maladies, la propreté, tu as chopé un virus. Quand t'es à la rue, tu fais comment pour te soigner? Comment tu sais, tu vois? Genre à quel moment tu te dis... Bah vive la France, quoi, franchement. Ouais. Tu vas dans un hôpital, t'es reçu. On va pas se mentir. Ouais. Quoi qu'il arrive, ouais. L'hôpital public en France, j'imagine même quand tu leur dis je suis enceinte, t'as pas eu de problème. Ça, c'est vrai que, faut le dire, c'est incroyable. Tu disais je mets mon argent de côté, etc. En tant que SDF, c'était quoi ton plus gros salaire sur une journée? Je sais pas. Alors, je te fais. Soit j'ai un 7,50 € et. Soit elle me dit un jour j'ai eu le jackpot, j'ai eu 80 balles sur une journée. Non, ou alors c'est ridicule. Mais je Non, sais pas, parce que du moi, coup, t'as dit non, que mais t'avais une bonne vibe, c'était gentil et tout, donc ça se trouve, on te donnait quand même pas mal Parce que d'argent. 7,50 €, c'est juste 15 personnes qui te donnent 50 centimes. Tu vois, donc je me dis sur une journée, ça me semble faisable. Putain, t'as dû faire des 200 balles par jour. C'est plus rentable que le SMIC, être SDF? x5, x6 à peu près. Tu sais que ça part en short sur tous les réseaux. Hein. Comment ça, x5? Attends, genre, donne le chiffre, comme ça on pourra faire Ashley. Comme ça on pourra faire le short. Est-ce que là. tu fais 10 000 € par mois Après, alors, tout le monde n'était pas stakhanoviste et je vais presque dire artiste, il faut le dire. Artiste de rue, oui. Artiste de la Manche. Mm. En fait, moi, je l'ai pris comme tout ce que je fais. Soit tu peux y aller en vicose en mode genre, passer un mauvais moment et tout, ou soit, en fait, tu te dis, ok, bon, je suis dans ce contexte-là, je vais le faire, mais en fait, je vais donner toute ma personne. Pour moi, c'était, je sais pas, c'était comme si je montais sur scène, quoi. Et puis, c'était une connexion, un truc. Et puis après, il y avait un... En fait, Allez, c'est parti. Vu que vous avez posé des super questions, en inédit pour vous, je vous raconte toute cette partie-là. J'ai observé toute la systémique du métro pour optimiser, en fait, la manière de faire la manche.
J'ai regardé toutes les lignes. Qui sort où est-ce qu'il y a des bureaux? Donc les gens des bureaux, ils sortent à telle heure. Eux, ils ont des tickets resto, il faut les choper à telle heure. Après manger, eux, ils vont par là. Le soir, il y a tel resto, je sais que le mec, il sort, il va par là-bas. Dans quel wagon est-ce qu'on m'entend? Dans quel wagon est-ce qu'on me voit? Dans quel wagon est-ce qu'après, je suis plus proche des dealers? J'ai passé des heures et des heures et des heures à tout cartographier dans ma tête pour trouver Le truc, les la meilleurs- faille. les et meilleurs Mais pas- oui, endroits. c'est vrai que t'as un métro, t'as des métros, je prends la 13 par exemple quand on est à l'avant pour le podcast, il y a 4-5 arrêts, t'entends rien, ça crie, donc tu peux dire messieurs, dames, on t'entend pas. Il y a ça, il y a dans quel sens tu prends. J'ai tout testé, mais de toute façon, moi, c'est ma manière d'être. Je suis comme ça, tu me donnes n'importe quoi, je suis là genre, alors blablabla. En fait, si je prends le wagon par ici et que je le fais dans ce sens-là, est-ce que c'est mieux? Si je fais wagon par wagon, est-ce que c'est mieux? Si je fais comme ci, est-ce que c'est mieux? En fait, pour vraiment essayer d'optimiser. Et après, ouais, c'était toujours hyper sincère. En fait, il y avait beaucoup d'émotions dans les wagons parce que, en fait, vu que je vivais vraiment, en fait, chaque personne qui me donnait, il y avait une vraie connexion. En fait, ça faisait un peu une montée d'émotions. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment eu des moments hyper forts. À peu près sur 1 heure à faire juste ça. Donc, en fait, tu fais un train entier. Enfin, moi, je faisais un train entier. Je descendais, je partais de l'autre côté, je le refaisais de l'autre côté. Ça, pendant 1 heure, on est entre 100, enfin j'étais en tout cas, entre 50, 100 et 150 euros les bons jours. Ah ouais, 1 heure. Plus la bouffe, plus les fringues, plus etc. etc. Donc dans la France de Macron, en fait, Alors, c'était il y a quelques années. Faut aussi non, mais nuancer ce que je veux dire, c'est que c'est. Enfin, attention, je ne dis pas qu'il faut. Voilà, parce que je sais tout ce que tu as vécu difficile et tout. C'est juste, c'est dingue de se dire qu'à côté, t'en as, ils font, je sais pas, 4-5 ans d'études pour être payés mais le c'est SMIC ou le SMIC lunaire. plus 10%. C'est lunaire. Et franchement, là, on en parle et tout, et je souris parce que c'est quand même des choses dont personne ne parle, etc. Mais en fait, cette notion de me dire en fait que je mets une partie de l'argent obligatoirement pour respecter ce que j'ai dit que j'allais faire, c'est parce que je sais que les gens qui me donnaient de l'argent, ils gagnaient potentiellement moins que moi. Bah oui. Parce que là, tu faisais 1 heure, mais tu faisais du coup plus d'heures dans la journée. Là, si on Ah bah est oui. là. Et une fois qu'il n'y a plus de métro, tu fais ça dans la rue. Et du coup, des fois, tu as des gens, ils vont te retirer 20 euros, 50 euros. Enfin, C'est quoi ta journée Des fois, il y a record des jours où c'est plus dur. Attention, c'est Oui, pas non plus bien sûr. genre jackpot. Et puis, c'est aussi. En fait, encore une fois, c'est proportionnel à l'énergie que tu mets. Ouais. T'as une journée record? Je peux pas vraiment compter comme ça parce qu'en fait, déjà, tu ne penses pas en journée quand tu es dehors. Ouais. Je sais qu'en fait, mon repère, j'avais un. Je sais pas, vous voyez peut-être les sacs de randonnée Décathlon gris et bleu, le modèle un peu classique. Il y a une poche là sur le côté. Donc en fait, je m'arrêtais quand la poche était pleine. Au poids, j'arrivais à savoir à peu près combien j'avais. Et en fait, c'était un peu mon repère de temps, quoi. Et ensuite, après, on allait consommer et ensuite on recommençait. Après, moi, en fait, vu que c'était quelque chose de tellement intense pour moi, j'ai toujours essayé, encore une fois, d'optimiser, on y revient, de me dire, ok, je vais pas aller faire ça, parce qu'en fait, la plupart des gens, ils font, donc ça coûte 14 euros d'acheter une dose, donc en fait, ils font 12 euros 10, ils vont chercher le dealer, ils négocient, machin, ils prennent leur truc, après ils sont mal, ils recommencent. Pareil, ça m'a jamais intéressé, parce qu'en fait, par contre, je n'arrivais pas à faire la manche quand j'étais défoncée. Ouais. Enfin, quand je venais de fumer. Donc, la plupart, en fait, ils fument, ils crachent la fumée, ils rentrent, genre, et tout. Moi, c'était impossible pour moi, quoi. Je me sentais trop. Je sais pas, j'arrivais pas, quoi. Tu vois, genre. Parce qu'en fait, moi, ça me mettait. En vrai, de vrai, c'était une drogue qui me réussissait pas des masses non plus, enfin, qui me rendait très, très anxieuse, très vigilante, etc. Donc, en fait, moi, je me disais, je préfère faire un gros. Je fais un gros one shot, j'y vais à fond, comme ça, je suis là, je présente, je viens de me réveiller, machin. Je prends et ensuite je m'achète mon tabac, mon truc, mon machin, j'en prends 3 et comme ça je peux fumer la journée tranquille, quoi. Ça se passe pas tout le temps comme ça parce qu'évidemment je n'étais pas seule et parce que en fait il y a très peu de gens qui entretiennent, on va dire, cette hygiène et qu'après du coup une fois que tu commences à fumer tu commences à paranoïer, donc tu commences à jouer à course-poursuite avec les flics imaginaires, enfin après tu pars et du coup une fois qu'il n'y avait plus rien, moi je sais qu'il me fallait plusieurs heures pour, on va dire, redescendre et peut-être pouvoir recommencer à demander, et du coup c'était mon compagnon qui prenait la relève parce que lui il avait le truc inverse, s'il n'avait pas fumé il n'arrivait pas à faire la manche, par contre dès qu'il fumait, à peine il recrachait la fumée qu'il rentrait dans les wagons de métro. Et j'imagine qu'il y en a aussi, comme tu dis, c'est une question d'attitude, il y en a qui n'arrivent peut-être pas aussi à se faire donner des vêtements, des choses comme ça. T'as déjà peut-être même quelqu'un qui t'a donné de la drogue en mode j'ai pas à manger mais tiens un petit bédo. J'ai rien qui me vient. De l'alcool, oui.
Ok. C'est souvent des gens qui vont t'acheter une bière ou qui vont te donner une bouteille de vin. En vrai, mais rien que ça mériterait que je me fasse un récap de tous les trucs. Genre, Ouais. tu sais, le bêtisier, best-of, des loufoque, trucs. Ouais. ouais. Un jour, il y a un mec qui sort d'un resto, ça je m'en souviens. Et en fait, il me donne un sac et dedans, il y a un demi-agneau, genre rôti au thym, un truc, genre un énorme bout de barbac comme ça. J'étais là, genre, waouh. Le truc, je l'ai mangé, je crois que je l'ai mangé pendant 3 jours. Et c'était incroyable. Fou, ouais. Après, en hiver, voilà, il y a plein de gants, des chaussettes. Je demandais souvent qu'on m'achète des chaussettes. Parce qu'en fait, c'est des trucs. C'est Ouais, ces bidons, trucs-là, en mais fait, qui sont hyper qui sont hyper importants, quoi. Les chaussettes, c'est ta vie, en fait. Si tu as des bonnes chaussettes, t'es bien. Si t'as des mauvaises chaussettes, c'est dur. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a. Je pense pas que ce soit qu'il y ait des gens qui soient moins. Alors, j'essaie de nuancer. Il y a des gens qui sont déjà introvertis, extravertis. Apprendre à parler en public, c'est un truc pour moi que j'ai fait sur le tas dehors. D'ailleurs, on me l'a dit. J'ai un ami à moi qui est coach de prise de parole en public et du coup qui présentait mon pitch qui va être mon associé à ses étudiants pour leur montrer en gros un peu un cas. Et en fait, on discutait ensemble et du coup, j'ai compris. J'ai dit, en fait, la raison pour laquelle c'est tellement facile pour moi de pitcher, c'est que je l'ai fait non-stop pendant 4 ans, Ouais. en fait. Puis devant plein de gens, des Mais c'est ça. inconnus en Et plus. tout le monde s'en fout, t'as rien à vendre et il faut que tu réussisses à choper 1 euro. C'est exactement ce que font tous les start-upers, mais en différent, quoi. Donc, c'est des trucs que j'ai compris un peu plus tard. Mais si on sort du contexte de quelqu'un qui vit dehors et qu'on prend dans notre entourage, peut-être des potes de potes, des gens qu'on connaît qui ont un peu déjà ce profil aigre. Ils sont en colère, ils sont pas contents en fait. Ils sont déjà dans une énergie de pas recevoir. Et ces personnes-là, potentiellement, même si, admettons, on est en train de se faire un super déj avec eux, et qu'en fait, ils vont un peu nous demander si on peut payer pour eux, peut-être qu'on n'aura pas envie. Cette même personne-là, si elle se retrouve dehors et qu'elle dégage la même chose, potentiellement, on lui donnera pas. On lui donnera pas. Encore une fois, tout ce que je dis ne sont que des... Moi, je ne fais que proposer des nuances d'exemples. Il n'y a aucune des choses que je dis depuis le début du podcast qui est une vérité absolue. Parce que pour moi, il n'y a pas de vérité absolue. Oui, c'est ton expérience. Tout est contextuel. Par contre, il y en a beaucoup plus de vérités réelles qui cohabitent sur tous ces sujets-là. Et juste, tu disais au début que tu avais un ancien nez de Yves Saint-Laurent, des ingénieurs et tout. Une fois, j'avais fait une maraude à Tech Deco quand on était en études ensemble. Je sais pas si tu étais là. Non, mais tu m'as déjà raconté. Et ouais, il y avait un mec qui disait, moi je suis chirurgien. Je me suis retrouvé là parce qu'en fait, première opération de ma vie, je me trompe et j'avais pas encore souscrit à l'assurance. Oh merde, pardon. Et je me dis, ok, parce que moi en fait, j'avais pas cette image-là. Et c'est vrai que t'as des fois des gens dans la rue qui. Ah ouais. En fait, qui sont pas bac moins 10, tu vois, comme on dit. En fait, c'est tout l'inverse. Il y a pour moi, il y a quelques catégories, je pense, que je peux identifier. Il y a effectivement les gens qui ont juste vraiment pas eu de chance, quoi. Dans des trucs comme ça, où en fait, d'un coup, il y a tout qui s'éclate. Il y a les personnes qui sont contre le système. Ouais. Ou en fait, parce que la plupart des gens qu'on voit dehors sont au RSA. Oui. Faut pas l'oublier. Après, ils dépensent tout sur les premiers jours, mais en fait, c'est un mode de vie qui leur va bien, parce que, en fait, il y a aussi du bon. T'as pas de responsabilité. Bah, t'as raison d'en parler. T'as pas de responsabilité, t'as pas de facture, t'as rien. Tu dois rendre des comptes à personne, tu dois pas répondre au téléphone, t'as pas de mail à envoyer, nada, tu fais pas le ménage, tu te fais pas à manger, à rien. Ouais. Tu prends même pas ta douche si t'as pas envie. Ouais, c'est sûr. Oui, tu restes. C'est un peu un côté enfantin éternel. Ouais, c'est genre, mais tu sais quoi, genre j'abandonne en fait. Et tu disais, malheureusement, je suis la seule qui est sortie de la rue. Mais c'est-à-dire que là, tu vas à Saint-Lazare, tu croises quelqu'un, et est-ce qu'il te dit, Ashley, tu nous as trahis? Non, pas du tout. Non, mais ils me reconnaissent pas en fait. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas Et pensé à à ça. la fois, ils me reconnaissent pas et à la fois, ils ne me voient pas. Et oui, t'as raison, il y a tellement de monde, ils sont tellement Non, focalisés mais en fait, sur- même s'ils passent, ils me scannent, c'est tellement impossible pour eux que la nana avec qui ils ont pris des journaux, des directs matins pour mettre sous le pull parce qu'il faisait froid dans la station de Porte de Pantin, je sais pas où, et qu'on a essayé de retrouver, ça ne peut pas être la meuf qui est en tailleur 3 pièces, assise en face de moi, qui me donne une pièce, parce que souvent je le fais, tu vois. Bah oui, du C'est coup, impossible pour eux de Ouais. de C'est tellement à C'est trop. l'opposé. Ouais. et en fait, et moi je fais pas ça non plus parce que c'est pas gentil, enfin c'est pas élégant, tu vois ce que je veux dire. Tu penses que ce serait un manque de respect?
Pas comme ça, mais en fait, de toute façon, c'est des personnes qui sont âgées. C'est des personnes que je connais, je sais qu'ils sont dans leur truc, je sais qu'ils sont dans leur tunnel. Il n'y a pas de genre, ça va, tu vois, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce truc, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, la seule chose que je peux faire, c'est un peu comme Monsieur Scrooge, tu vois, c'est genre, je me tourne un peu, je baisse ma casquette, tu vois, je lui donne 10 balles et... Mais du coup, j'imagine que t'es devenue généreuse quand Ouais. Ouais, bah c'est ma manière de rembourser cette dette symbolique de toutes ces personnes qui m'ont donné de l'argent. Ouais, parce qu'ils t'ont aidé au début. Ah non, non mais en fait, gens, oui, dans à chaque fois que j'ai fait la manche, je me suis toujours dit un jour, make it back to you, tu vois, genre je sais que c'est pas bien, je suis pas ok, mais en même temps je suis coincée dans cette vie-là. Et du coup, ouais. Écoute Ashley, on va devoir s'arrêter là, mais je pense qu'on fera une V2 parce que j'ai... Non mais je te pose une question, tu me réponds, j'en ai 2 qui émergent dans ma tête. Sauf si t'as quelque chose à ajouter. Non, bah non. Enfin, il y a plein de sujets que tu n'en as pas abordé Ouais, encore, ouais, la là, natalité, tout ça, mais... Mais par contre, les questions étaient géniales. Bah du C'est coup, même, du on coup, fera la V2 du coup. C'est ouais, validé. Moi, franchement, Parce que avec même sortir de plaisir. l'addiction, tu vois, on a vu que Ouais, c'était pas ouais, trop ton truc, enfin, tu vois, on voulait pas un truc factuel, donc je voulais quand même plus qu'on reste sur l'histoire qui est hyper Mais intéressante. tu verrais la trame qu'on avait préparée, mais en fait, on s'est fait happer par... Non, Ouais, mais puis même, du coup, avec ce que tu disais, bon, on n'allait pas te dire, bon, Ashley, concrètement, comment t'es sortie? Mais après, peut-être que les gens, ça les intéressait. En fait, c'est vrai qu'après, moi, par contre, je suis pas capable non plus de tenir un fil, donc on peut y revenir, mais c'est vrai que là, les questions, en fait, elles étaient tellement riches. De toute façon, moi, en fait, en général, ça fonctionne dans l'autre sens. En fait, je vais répondre en fait à cette partie-là, mais moi, c'est de ça que j'ai envie de parler, en fait. Parce que c'est là que vraiment j'ai une plus-value à apporter, en fait, dans cette vision que, du coup, moi, ouais, j'ai décidé de porter mes cojones pour venir en parler, quoi. Merci, Parce que même bravo d'en arriver là aussi aujourd'hui, parce que c'est oui, pas au évident. passage, genre, juste bravo, parce que c'est incroyable, et tu vois, sans faire le discours de l'ascension sociale et tout, genre, c'est dingue. Ouais. Il peut être fier de toi, ton petit. Ouais, c'est vrai que c'est ouf. Non, mais ça, Maman du coup, battante. moi, C'est bien que tu t'en rendes compte, hein. En fait, je sais pas si vous voyez la série Cold Case. Alors nous... Si, c'est pas un truc policier? Ouais, c'est un truc Ah. policier. Non, ça passe à la télé française. En fait, c'est une nana qui résout des affaires qui ont été clôturées. Et en fait, du coup, quand elle réouvre un dossier fermé, elle voit en fait elle voit la personne quand elle était jeune. Donc qui aujourd'hui devrait avoir 60 ans. Et en fait, pendant qu'elle est en train de résoudre l'affaire, la personne, elle est un peu à côté d'elle. Et en fait, moi, j'ai ce truc-là. Putain, j'ai des frissons là quand je vois. J'ai ce truc-là dans Paris, vu qu'en fait, j'ai tout Paris, il y a chaque endroit où j'ai vécu un truc de ouf. Quand je me balade là pour aller faire des interviews, des trucs comme ça, je me vois en fait en train d'aller sur tel trottoir, en train de caver dans le métro. Et c'est tellement ouf à vivre. Et juste dernière petite question, pour toi, cette Ashley-là, c'est... Aujourd'hui, t'es notre Ashley ou c'est la même qui a évolué? Genre, comment tu vois? Parce que il y a eu tellement de changements, ça se trouve, tu te dis, en fait, c'est tellement plus moi, en même temps, c'est moi, tu vois? Ouais, en fait, j'ai tellement de tendresse pour cette version de moi. Parce qu'en fait, elle me fait halluciner, quoi. J'ai presque l'impression qu'elle était clairement plus courageuse que moi. Enfin, en fait, elle est un peu mystérieuse, quoi. Parce que du coup, je la regarde avec le recul. On va pas se mentir, en fait, cette question, comment tu t'en es sortie, elle est un peu compliquée pour moi. Parce que la réalité, c'est qu'en fait, quand t'es dans l'œil du cyclone, tu bites rien à ce que t'es en train de faire, en fait. Il n'y a pas ce truc de... Alors là, je vais vers le mieux, ou j'ai fait ci, ça marche. En fait, quand t'es dans la période de la transformation, là, où ta vie, elle fait un 360 pour le mieux, tu sais pas trop ce que t'es en train de faire. Enfin, t'es un peu dans le flux, et c'est après, avec le recul, que tu te dis, bah, c'est à partir de là que j'ai commencé à m'en sortir. Ça a eu un impact. Mais quand t'es dedans, quand t'es dans le jus, tu te dis pas, ah, là, je commence à un peu m'en sortir. Il n'y a pas, t'es dans le tunnel, quoi. Et c'est vrai que du coup, avec le recul, il y a des choses qui sont hallucinantes. Donc, ouais, une partie de moi, mais qui, en fait, qui m'a appris, enfin, qui m'a fait vivre ce que j'avais à vivre, et qui aujourd'hui est restée, en fait, dans cet espace spatio-temporel, mais du coup, qui est encore avec moi. C'est un peu... Elle est encore avec moi dans l'énergie, dans la présence, mais son bagage a été digéré, intégré. Et du coup, le bagage, il est resté là-bas. Les leçons qui devaient être prises ont été prises. Elles sont intégrées. Et elle, par contre, elle est encore à côté. Trop bien. Du coup, Merci. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous. Franchement, c'était vraiment, vraiment génial. Ah, trop cool. Tu nous enverras les liens que tu veux qu'on mette en description. Ouais. Pensez à vous abonner. Ah oui. Si on va dans un concert, on applaudit. D'accord ?
Donc si on aime bien une émission, un podcast, on s'abonne. Non, mais c'est vrai. Voilà. Comment tu, mais j'adore comment, cette comment analogie. tu dis bravo? Tu sais que moi, quand je regarde une vidéo YouTube, Ouais. je mets un like avant de la démarrer. Ouais. Juste pour soutenir le créateur, l'algo Ouais, et tout. Parce ouais. qu'en fait, tu te dis. L'autre jour, on allait voir Artus en spectacle. Je sais pas si tu vois qui c'est Ouais. ça. Il est trop marrant. Ouais. Il s'est pris, je pense, 10 minutes d'applaudissements. Ouais. Bah, nous, c'est le 120e épisode. Et à part les quelques gens qu'on a croisés qui nous ont dit c'était super et tout, mais il y en a quoi, 40? Ah ouais. Non, mais tu sais, enfin, Ouais, c'est vrai que c'est pas des ça. amis, mais tu sais, des gens qui te Oui, oui, oui. reconnaissent dans la rue. Bah, du coup, nous, moi, je regarde le nombre de likes, le nombre de Ouais. commentaires, le nombre Nous, c'est une d'abonnements. façon de voir aussi si ça plaît. Non, ou mais pas, c'est tu clair. vois. Et puis en important fait, de c'est le que dire, tu t'as vois. besoin des métriques. Non, mais je suis complètement d'accord. Et après, il y a. Du coup, moi, je suis pas du tout la scène de podcast française. Bon, vous l'aurez compris, ma langue maternelle, c'est l'anglais. Et c'est vrai qu'en fait, il y en a qui sont. Ça devient de plus en plus en fait un petit snippet en fait au début de la vidéo. Il y en a et tu vois qu'il y en a qui le font bien. Enfin, il y en a qui où vraiment t'es là genre bah oui évidemment, mais c'est. Je pense que c'est un vrai truc. Après bon, alors l'évolution du business sur les réseaux sociaux, c'est un autre sujet Oui, dont on pourrait bien parler sûr. pendant des heures. Mais ouais. Ouais, Trop bien, vraiment, et- merci beaucoup. Merci, puis en commentaire, dites-nous Si bah, vous pour voulez la la V2, hein. V2 si vous voulez, Parce et que qu'est-ce nous, que on est vous chaud, voulez hein. qu'on aborde. Posez Est-ce vos que- questions, on y répondra dans la V2. Ah oui, alors moi en plus j'adore. Posez vos questions. Challengez-moi, challengez-vous et Ouais. challengez-moi. Attends, je vais te donner de l'eau après. C'est bon, Merci beaucoup, on se retrouve dimanche prochain à Ouais. 18h. Merci beaucoup Ashley, Ouais, merci Ouais, Meryl, super, c'était vraiment c'était super. Merci Flavio. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut.